Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode 7 ou 8 de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver en ce beau dimanche. Nous aimons bien les dimanches de décembre où il fait bien froid et où les centres commerciaux sont encore ouverts pour vous pousser à la consommation et aux cadeaux de Noël. Aujourd'hui, je reçois un grand monsieur Ken Bogard. Bonjour. Bonjour Zach, comment ça va? Très bien, et toi? Impeccable, en ce jour de grève, nous restons chez nous. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. J'avais reçu un clip de Twitch où quelqu'un m'avait dit « Tiens, regarde Ken, il serait chaud pour venir dans ton émission. » Ah, d'accord, bah oui, c'est vrai, j'avais dit, j'aurais bien voulu parler. J'ai des choses à dire, voilà, j'ai des histoires à raconter depuis le temps que je suis sur YouTube et Twitch. J'en ai vu passer, j'ai vu des choses couler sous les ponts, Ouais. qu'aujourd'hui on déballe tout. Bah déjà, ça m'a fait plaisir, tout d'abord, donc merci. Ça veut dire que tu as déjà pu regarder ce que j'ai pu faire, et c'est cool, tu vois. Et je suis toujours content dès qu'il y a un créateur qui, de son propre chef, dit « J'aimerais bien passer dans un camp libre ». Il y en a déjà eu quelques-uns, je te dis pas qu'à chaque fois c'est ça, souvent c'est plutôt moi qui contacte les personnes. Et en faisant mes recherches, j'ai pu effectivement trouver énormément de choses sur toi. Donc aujourd'hui, il y a de la matière, il y a de quoi parler. Alors en plus, tu m'as dit que tu étais bavard. Moi, tu me mets aux anges là aujourd'hui. On n'a qu'1h30, on va voir si on pourra tout dire. Hein. Je pense que des sujets ne seront pas clos en 1h30. Il n'y a pas de problème. Je pense que personnellement, il y a quand même de quoi faire. Et puis voilà, je suis assez content. Ah là là, je suis de bonne humeur quand je fais cette émission. Vraiment, crois-moi que je me sens bien. Ouais, je vois ça fait plaisir. On sent que tu prends du plaisir à faire ça. Ouais, le concept est assez intéressant, en tout cas, parce que voilà, du temps pour parler. On n'a pas des interviews qui durent juste une dizaine de minutes. On doit aller au fond des choses. On peut développer peut-être un peu. Et je sais pas, ça peut répondre à certaines questions que beaucoup de gens se posent, ou nous posent d'ailleurs assez régulièrement. Mais écoute, c'est cool. Moi, une des choses que j'aime bien, c'est que ça me permet également d'en apprendre sur des mondes que je connaissais pas nécessairement. Ah ouais. Et bah, notamment là, en l'occurrence, du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon travail, mais sur le monde du versus fighting. Donc j'ai pu trouver pas mal de choses. Et c'était assez intéressant, c'était assez cool. Et j'ai vu que ça remontait pas mal, parce que monsieur est là depuis très longtemps. Hein. Ouais. J'ai regardé un petit peu. On va commencer déjà du coup, par la classique. Je vais te demander un petit peu de te présenter. D'où est-ce que tu viens, ce que tu as pu faire au préalable avant de commencer à faire ce que tu fais maintenant. C'est un petit peu ton moment. Alors bon, je m'appelle Ken Bogard. Alors mon vrai nom c'est Johan Verdier. D'accord. J'ai 34 ans, bientôt 35. Là, je suis né en 1985, très tôt dans l'année. Et ma formation à moi, c'est mathématicien. Voilà, j'ai appris les mathématiques. J'ai fait des études de mathématiques au niveau doctorat, que je n'ai pas eu. Pas eu mon doctorat. C'est la thèse qui n'est pas passée ? La thèse n'est pas passée, surtout les budgets n'étaient pas passés. Et j'étais très en désaccord avec notamment tout mon recteur de thèse et toute la mécanique en fait, des facultés à l'époque, même encore aujourd'hui, qui sont très assises sur des vieux principes et qui ne laissent pas énormément de place à l'originalité. Aujourd'hui, quand tu veux développer une thèse, il faut que ce soit aussi soit dans l'intérêt d'une entreprise qui travaille avec l'université ou que ce soit dans l'intérêt d'un des chercheurs déjà installés qui veut aussi s'approprier un peu ton travail. Ah ouais, celles-ci doivent être orientées selon un certain... Parce que moi, personnellement, niaisement, je pensais que les thèses, c'était réellement free au niveau du thème, quoi. Tu fais pas forcément ce que tu veux, surtout en mathématiques. En fait, surtout en sciences, tu fais pas forcément ce que tu veux. Ça dépend beaucoup de la fac dans laquelle tu passes ta thèse. Ça dépend de beaucoup qui gère, en tout cas, les thèses. Moi, celui qui gérait les thèses et les budgets de thèse, c'était un mathématicien spécialisé dans la géométrie algébrique, qui est une discipline que je déteste parce que c'est énormément de calculs. Moi, dans les maths, je déteste le calcul, je déteste faire des calculs, je déteste poser des équations et résoudre des équations. C'est quoi que tu préférais, toi ? Ce que j'aime, c'est l'algèbre, c'est-à-dire résoudre des problèmes mathématiques, des concepts mathématiques qui sont plus des casse-têtes à résoudre, plus que du pur calcul, algébrique à la con. Donc, c'est la notion d'ensemble, c'est des notions complexes en mathématiques, la topologie, toutes ces choses-là parleront peut-être à pas mal de personnes. Et le fait de devoir s'orienter vers la géométrie algébrique, vers le calcul pour faire ma thèse, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Et j'ai un peu traité sa discipline de con. C'est pas trop bien passé, je suppose. Non, c'est pas très très bien passé. Et du coup, j'ai pas eu, pendant 3 ans, j'ai eu aucun budget, ni aucun poste fixe dans la faculté pour développer ta thèse. Normalement, quand tu fais ta thèse, tu as un poste, tu as un bureau, tu es aidé du coup par ton recteur de thèse, fais ça. Moi, j'ai pas eu ça, donc j'ai fait 3 ans de galère après mon Master 2,
où je devais essayer de développer une thèse, ni sans budget, ni sans aide réellement de mes pairs. Parce que ouais, c'est ce que j'allais dire, tu as évoqué les budgets et je me demandais du coup, c'était relatif à quoi exactement ces budgets? Les budgets, c'est souvent des choses qui sont allouées au thésard pour ne serait-ce que faire des recherches, voyager pour aller voir les spécialistes, par exemple, de ceux que tu es en train de chercher, ou aller avoir des recueils. Il faut savoir qu'arrivé à un certain niveau, la plupart des recueils de mathématiques sont édités qu'à quelques exemplaires, tous en anglais, hein, évidemment, on ne traduit pas. C'est des bouquins qui font 10-20 copies dans le monde. Donc souvent, quand tu dois aller chercher certains bouquins, certains trucs, c'est des bouquins qui coûtent cher, ou alors le déplacement pour aller consulter ces livres coûte assez cher. Et même à l'époque, parce que là, je te parle de 2007, 2002, ouais, c'est ça, ouais, 2006, 2007. Mais même à l'époque, on avait accès à Internet. Certains bouquins et certains savoirs ne sont pas tous retranscrits sur Internet en PDF, donc il fallait quand même le chercher. Mais c'est surtout assister aux conférences de certains mathématiciens qui se passent qu'à certains endroits. Bon, ça coûte cher en fait de développer une thèse. Si tu veux vraiment faire une thèse aboutie, si tu veux vraiment faire une thèse recherchée en mathématiques, tu es obligé de voyager aux États-Unis, en Afrique du Nord, en Asie. pour aller au notamment. contact un petit peu Ouais. C'est ça. de la Et, chose. bon, ça, ouais, le budget, j'avais zéro. Du coup, la seule chose que je pouvais réellement faire durant mes années de thèse, c'est enseigner. Du coup, j'ai principalement enseigné pour voilà, me faire un peu d'argent pour pouvoir essayer de financer moi-même ma thèse. Tu enseignes à quel niveau? Lycée, collège, Niveau primaire? post-bac, généralement. Voilà. Ah, Donc, tout ce qui était classe préparatoire ou TD de faculté. Voilà, ou, donc à peine sorti d'un BTS. Master 2, toi-même déjà tu enseignais à des Ouais. gens qui à eux-mêmes étaient voués à faire un Master 2 Ouais, aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais en plein dedans, j'avais le cerveau relativement en ébullition, donc c'était plutôt simple pour moi de transmettre mon savoir. Après, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, hein. Si j'ai fait des mathématiques, à la base, c'est pour être prof. Ok. Je voulais vraiment devenir professeur. Et tous mes amis de la fac qui ont, eh bien, eux, sont devenus professeurs, je les ai vus devenir professeurs pendant que moi, j'étais en train d'enseigner. Ils ont passé leur Master 2. À l'époque, Master 1, tu pouvais avoir directement le CAPES, donc Ouais. le diplôme qui te donnait accès à l'enseignement. Moi, je passais les concours, donc le CAPES, l'agrégation, tous les ans. J'ai dû le passer 3-4 fois. À chaque fois, j'avais les écrits, mais je ne voulais pas aller aux oraux. Parce que si j'allais aux oraux, directement, ça voulait dire que tu signes avec l'État et tu deviens enseignant, tu vois, et tu travailles pour l'État. Et donc du coup ta À ce moment-là, thèse passait... Ouais, et la thèse passait le truc. Et même les activités que j'entretenais en même temps, donc à savoir YouTube, ou, développer les jeux de combat, les trucs comme ça, dont on parlera un peu après, c'est quelque chose auquel je ne pouvais pas avoir accès. Donc je négligeais pas mes études, mais j'essayais d'être dans ce qu'on appelle une option select, c'est-à-dire avoir le choix de plusieurs chemins possibles. Les diplômes, je les avais, donc de toute façon, je pourrais passer, même encore aujourd'hui, je peux repasser le CAPES quand je veux. Tu vois, j'ai mes diplômes, donc je peux aller retourner à l'enseignement à peu près facilement, parce qu'on est en pénurie de profs actuellement. Donc, Réellement? ça n'a jamais été aussi facile de devenir prof de maths. Ouais. Ah, ça je savais pas parce que du coup c'est intéressant. Regarde, je vais prendre un petit parallèle personnel. Mon père, voilà, a aussi été prof de maths. Ouais. Et je lui ai posé la question, donc même si lui c'était il y a plus de 10 ans, c'était il y a 20 ans, tu te doutes bien. Je lui ai dit, papa, à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que tu serais capable de redevenir prof de maths? Et lui il m'a dit but en blanc, non, franchement pas C'est du tout. impossible, ouais, j'avoue, c'est impossible. Et toi, tu penses qu'avec le temps, tu pourrais le refaire? Même si ça fait plus ou moins 10 ans? Ouais, mais parce qu'on est en pénurie de profs de maths. Il faut savoir que le niveau qu'on a demandé aux profs pour passer le CAPES est de plus en plus absurde. Le CAPES te donne accès souvent à de l'enseignement dans le collège ou dans le lycée. Sincèrement, t'as Bac+2, tu peux le faire. Franchement, je vous le dis. Et si tu es bon pédagogue, tu vas avoir des profs Bac+2 qui pourront être largement meilleurs que des profs Bac+5, Bac+6. Le problème, c'est vraiment qu'on n'apprend pas vraiment aux professeurs à enseigner dans le circuit. On lui apprend de la vraiment le fac. savoir brut, mais pas Exactement. comment le transmettre. Exactement, c'est ça. Donc, tu as quelques instituts qui permettent d'apprendre un peu l'enseignement. Mais aujourd'hui, l'enseignement, il se fait, donc l'apprentissage, il se fait sur le terrain. Tu as une année réelle de stage, vraiment, où tu es jugé sur ta capacité à enseigner, à bien enseigner. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour passer le CAPES, on te demande Bac+5. Bac+5 pour enseigner à des collèges, apprendre réellement à résoudre des équations. Et Pythagore. Tu vois, et Pythagore. C'est débilissime. C'est mal payé, très mal payé, le métier de professeur. D'accord. Les profs ne sont pas valorisés, les classes sont surchargées. Et dans le public, il y a des gros problèmes d'encadrement aussi des élèves, etc. C'est dur de transmettre sa passion des mathématiques, en tout cas. Et pourtant, tout se joue là. Vraiment, c'est là où c'est le plus important. Le collège, le lycée, c'est là où c'est le plus important. Mais peu de gens veulent le faire. Donc, il
il y a vraiment un écart qui se fait actuellement. Les gens ne veulent plus devenir professeurs et on devient plus prof parce qu'on n'a plus trop le choix que pas véritable vocation. Je vois. Donc, il manque des profs énormément. Actuellement, donc, aujourd'hui, les lycées engagent des profs en intérim ou des gens qui ont juste des diplômes pour avoir un poste de prof en externe. C'est Ponce qui a fait pareil. Voilà, il est passé dans un cours au livre et il m'a dit exactement ça. Il a pu être prof et donner des cours également. Tout à fait. Et ça se fait de plus en plus parce qu'on n'a plus assez de profs et les gens ne passent plus assez le diplôme. J'avais entendu parler des déserts médicaux, mais j'avais pas entendu parler comme ça de. Le public, c'est quelque chose d'assez, c'est terrible. Enfin, la situation du public en France, c'est de. Il y a des choses qui sont très bien, mais ouais, les statuts des gens qui travaillent dans le public, c'est de pire en pire. Les infirmiers, les pauvres. Enfin, je veux dire, c'est miskin. Miskin. Du coup, tu as parlé de tes activités que tu faisais en parallèle. Et moi, tu serais quelqu'un que je qualifierais personnellement de OG. OG pour gaming de personne. Non, pas pour gaming. Pour OG, c'est-à-dire un original, tu vois. Quelqu'un qui était déjà là à la base. Parce que, effectivement, tu parlais de tes activités et du fait que même si tu passais le CAPES à côté, tu voulais un petit peu continuer les choses que tu faisais en parallèle, notamment au niveau des jeux de combat. Ouais. Comment est-ce que tu y as été introduit? Parce qu'on va revenir après sur YouTube, parce que YouTube, monsieur postait déjà en 2007, 2008. 2007, ouais. 2007 sur différents jeux. Je vais les noter. Enfin, je les ai notés. C'est Puyo Puyo, Itadaki Street, puis Street Fighter. À partir de 2008. Ouais. Sûrement d'autres choses dedans. Mais Puyo Puyo, j'ai vu, j'étais ah ouais. Genre le petit record de gameplay pur comme ça, posté en 2007 sur YouTube avant tout le monde, quoi. 2007, je crois que t'es celui qui a posté le plus tôt que j'ai reçu ici et j'étais fasciné. Ouais, enfin, c'était un galère de poster d'ailleurs à l'époque. Moi, j'avais une connexion catastrophique. Et en fait, on enregistrait avec un petit dongle et un vieux PC nos sessions de jeu avec mon ami de fac qui s'appelle Norel. J'embrasse encore très très fort. T'as encore des contacts avec lui? Oui, bien sûr. Lui, il est prof justement de mathématiques, il enseigne du côté d'Auxerre. Et bien, on s'entraînait du coup au jeu et on essayait de réellement tout développer du jeu parce qu'on n'avait pas la source d'information en 2007 qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu cliques sur Internet, tu as Puyo Puyo, comment jouer, tu vas tomber sur tous des tutos, les miens, ceux du Japon, tu vas avoir les meilleurs joueurs japonais qui vont pouvoir jouer au jeu. En 2007, on n'avait rien de tout ça. Donc notre seul moyen, c'était d'enregistrer nos parties, de regarder comment on jouait, d'essayer d'analyser un peu ça et d'essayer de voir comment progresser. Et on est passé d'un niveau 0 au jeu à un niveau plus que convenable et confirmé. Et on voyait réellement notre évolution à travers ça. Ce qui m'intéressait évidemment beaucoup avec Puyo Puyo, c'est que c'est un jeu qui est très mathématique puisque c'est des enchaînements de construction avec un espèce d'effet domino à l'intérieur. Il y a une structure, il y a une construction de groupe aussi à faire. Donc on a loué beaucoup aussi d'aspects mathématiques à l'intérieur du jeu. C'est pour ça qu'on aimait beaucoup ça, qu'on enregistrait nos parties pour pouvoir les remater, pour pouvoir devenir plus fort. Il y avait un rapport, parce que de ce que j'ai vu comme ça en gameplay brut, mais il y avait un rapport avec Tetris? Oui, alors Puyo Puyo, c'est le deuxième jeu de puzzle game en versus après Tetris. Tetris, donc le principe est très, très simple. Donc tu as la gravité, les pièces descendent, tu dois ranger tes pièces et ensuite casser le maximum de pièces possible. Tout est très simple. Dans Puyo Puyo, tu construis des structures et tu lances un effet domino. C'est-à-dire que tu casses une partie de la structure et tu t'arranges pour que les Puyo tombent et se lient les uns aux autres pour que plus de choses se cassent. Donc tu crées vraiment des chaînes, des enchaînements à Puyo Puyo. Le rythme est totalement différent. La seule chose qui est commune, c'est l'aspect versus qu'on a depuis Tetris sur Game Boy. Donc on envoie des dégâts à l'autre quand on fait des trucs. Et l'aspect gravité. Donc c'est bien la gravité qui fait tomber la pièce et qui est le maître mot du jeu, la base du gameplay. Et par rapport à tout ce qui est jeux vidéo versus fighting, etc., tout ça, c'est venu pendant tes études en fac? Alors moi, je joue à des jeux de combat depuis 1992. Voilà, donc depuis que j'ai 7 ans, je joue à des jeux de combat. Donc les jeux de combat, ça a toujours été dans mon ADN. Sincèrement, le premier jour où j'ai reçu la Super Nintendo avec Street Fighter 2, je devais avoir 8 ans. J'ai été devant le jeu et j'ai découvert tout simplement un monde qui m'était totalement inconnu.
les personnages étaient gros, il y avait des digits vocaux, ils faisaient des attaques comme dans Dragon Ball Z, les parties étaient jamais les mêmes, il y avait une rejouabilité de fou, un nombre de coups hallucinant. Enfin, je me dis, mais bon sang, moi qui adorais à l'époque les jeux de plateforme comme Sonic, je jouais un peu à des petits jeux de course comme ça, quelques puzzle games comme Tetris avec mon Game Boy. Quand j'ai découvert Street Fighter, je dis mais il n'y a rien de mieux, de plus beau, de plus fun en termes de jeu. Et j'ai voulu de plus en plus jouer aux jeux de combat. Je suis allé dans les salles d'arcade de l'époque, j'ai mis mes pièces de 10 francs dans les bornes pour jouer à King of Fighter 94, pour jouer à Street Fighter 2. La folie, c'est ouais, dans les vieilles bornes de hack de Street Fighter 2 où quand tu faisais Dragon, tu avais une ligne de projectiles envoyée dans l'écran, tu vois, les Rainbow Edition, les trucs comme ça qu'on avait, nous, dans nos campagnes, parce que je viens de la campagne brute française. Tu viens d'où exactement? De l'Aube, donc d'un petit village à côté de Troyes, dans l'Aube. Voilà, donc rien, tu vois, j'allais à Dienville, qui était tu sais, il y avait un petit lac, donc tu avais évidemment des activités autour d'un lac, Forcément. et tu avais une petite salle d'arcade à Dienville, tu vois, on pouvait jouer sur des bornes rincées avec des sticks complètement pourris, la moitié des boutons qui marchaient pas, et on se butait à KOF 94 là-dessus, tu vois. C'était vraiment un peu comme ça que j'ai vu. Et à l'âge de mes 10 ans, j'ai fait un gros caprice et j'ai fait chier mes parents à l'infini pour avoir une Neo Geo. Et j'ai obtenu une Neo Geo à 10 ans. Alors là, vraiment, merci mes parents, vu le prix de la console à l'époque, qu'on appelait la Rolls-Royce des consoles. C'était vraiment cher? C'était ultra cher. C'était genre des centaines de francs? Même pas compte. Ouais, un jeu coûtait 990 francs. Attends, ce serait l'équivalent de 150 balles en là. euros, ouais, ça fait 150 Parce que euros. c'est à peu près du divisé par 7. Tout à fait. Et la console, elle était à 2490 francs. Voilà, donc Wow. je te parle même pas du prix des sticks. Et là, c'est les jeux les moins chers, là, je te parle. C'était n'importe quoi. Ah, donc tes parents ont vraiment fait. Mes parents, franchement, Attends, mais c'est pas un cadeau, ça, c'est un effort financier. mon père, qui était chef de chantier, il y avait que lui qui travaillait parce que ma mère m'élevait, moi et mes deux frères. Mon père, il s'est arraché pour pouvoir nous offrir la Neo Geo. Et quand elle est arrivée chez nous, on a eu le guac infini parce que la Neo Geo envoie un signal uniquement NTSC avec du 60 images par seconde. Et nos télés à nous, elles sont réglées en PAL. Et du coup, il a fallu que je trouve une télé. Il n'y avait qu'une seule télé dans la maison qui était capable d'afficher la couleur sur la Neo Geo, sinon tout était en noir et blanc. La PAL 50 Hz. Voilà, la PAL 50 Hz, saleté norme de merde qu'on avait chez nous. Et j'avais la Neo Geo et dans le village, j'étais le roi du monde. Tout le monde venait chez moi pour jouer à la Neo Geo et tester la Neo Geo. Noël d'après, j'ai reçu Samurai Shodown 2 avec un deuxième stick. Et là, les sessions étaient infinies à la maison. C'est vrai que moi, au niveau des jeux de versus, même si j'ai dit qu'au niveau de la scène, j'avais pas la plus grande des connaissances, j'ai commencé à kiffer pareil sur des bornes d'arcade au Maroc. Mais oui, mais évidemment. Tu sais, avec d'autres bornes d'arcade où tu avais des jeux comme ISS, tu vois, les jeux de football et tout. Et vraiment, je peux comprendre, je me retrouve dans tes paroles, quand tu parles, c'est surtout la satisfaction de rentrer des combos, certains coups, de battre son vis-à-vis. C'est vrai que c'était quelque chose, et tu l'as dit au niveau de la rejouabilité, qui était, mais l'e-sport tel qu'on l'entend aujourd'hui, il est né là. Il est né dans les salles d'arcade, il est né à la sortie de Street Fighter 2 en 1991. Avant, l'e-sport, c'était de la compétition sur du scoring dans des bandes d'arcade. On essayait de faire le meilleur score à Donkey Kong, à Galaga, à Space Invaders, tu vois. Arrivé à Street Fighter 2, on a eu des vraies bornes où on avait un jeu bien pensé pour s'affronter en 1 contre 1. À partir de là, il y a eu des tournois qui ont commencé à se créer partout. Et le sport électronique compétitif, enfin le jeu compétitif électronique est vraiment né en 1991 grâce à Street Fighter 2. Et moi, je baigne dedans vraiment depuis 94. En 94, j'étais en plein dedans. Bah, je vais me permettre de dévier un petit peu de la trame que j'avais préparée. C'est lequel, vu que tu parles des premiers tournois, etc., peut-être de ta connaissance, si tu en as un des premiers tournois marquants de la scène Street Fighter que tu as en tête? Moi, il a fallu vraiment que j'attende. Comme j'étais vraiment très loin en campagne, j'ai pas pu me déplacer à énormément de tournois. Donc, je suivais les résultats des tournois sur les premières plateformes online qu'on avait grâce à ma Dreamcast, qui était mon premier accès au online, au net. La Dreamcast et son modem 56K me permettaient d'aller online. Le premier véritable tournoi auquel j'ai assisté, c'est le Stunfest en 2006. Voilà, donc à Rennes. Ça se passe encore à Rennes quasiment tous les ans vers mai. Et le Stunfest en 2006. Voilà, mais je crois que c'est mes vidéos, ça, donc t'as pris. Oui. Hein. Ça, c'est mes vidéos. Voilà, je faisais le tour du Stunfest, tu vois, ça jouait à plus haut, plus haut. Une fois que le mec est parti, moi, je me suis assis là et j'ai commencé à faire tourner tout le monde. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'était les gens autour de la France qui aimaient l'arcade et qui aimaient les jeux de combat et qui aimaient le versus.
Et j'ai jamais, franchement, j'ai pu y rester qu'une seule journée là-bas, mais je te jure, toute la journée, j'étais sur une borne. Et je gagnais ou je perdais, c'est pas grave. On jouait à Street Fighter 2, on jouait à Puyo Puyo, on jouait à King of Fighter 11, on jouait, tu vois, à Street Fighter 3. Street Fighter 4 n'était même pas sorti en 2006, toi, ça n'existait même pas. Et on passait un temps, mais ouf, sur le jeu. Et j'ai passé le meilleur moment de toute ma vie. Et c'est à ce Stunfest-là où j'ai commencé à voir les phases finales des tournois qu'il y avait dans ce Stunfest, qui étaient castés par des commentateurs. À l'époque, tu avais Frionel qui commentait des parties, tu avais Asenka, Guillaume d'Horizon qui commentait des games d'Hokuto no Ken, le jeu le plus cruel du monde. Ça, c'est les premières versions de Blaze Blue, ça, il me semble. C'est quel Blaze Blue, Calamity Trigger. Ça doit être en 2007, ça, cette vidéo que j'ai pris ça. Et là, la version que vous voyez, c'est la version arcade de Blaze Blue. À l'époque, Mao, un fou de la communauté de la SWGA, on peut voir encore le logo là, avait acheté du coup la carte arcade de Blaze Blue et avait développé du coup ce qu'on appelle un super gun, donc un moyen de lire la carte arcade sur des écrans modernes et avait branché des sticks dessus. Et du coup, on le voit là, on le voit. Ça, c'est la carte arcade, le Taito Pix qui animait Blaze Blue Calamity Trigger, même d'ailleurs support sur lequel on retrouvera Street Fighter 4 à l'époque. Donc tu vois, avec les télés branchées en TVI, en versus, avec des vieilles télés qui lag, et c'est pas grave, on avait Blaze Blue en exclusivité ici alors qu'il n'existait qu'au Japon. C'est énorme. C'est fou, et il y en avait toutes les bornes d'arcade étaient équipées de cartes arcade. À l'époque, en 2016, c'était la Atomic Wave. Donc là, on voit Hokuto no Ken sur Atomic Wave, là, qui était le jeu du moment, c'est un des jeux les plus pétés de l'histoire, Hokuto no Ken. Et là, on peut voir Oro, tu vois, à gauche, qui est en train de dérailler tout le monde, justement, avec son ray. Énorme. Voilà. Franchement, c'est énorme de revoir des images comme ça. Merci beaucoup, la régie. Hein. Vous avez fait un très beau travail. Si je te dis 10 octobre 2008, ça te dit rien, toi? 10 octobre 2008, c'est la première vidéo de Street Fighter 4 que j'ai postée sur YouTube, non? Presque. Je vais te dire ce que c'est. C'est ta 100e vidéo sur YouTube. Punaise, c'est vrai? Mais comment t'as trouvé ce chiffre? Même moi, je ne connais pas. Comment t'as trouvé ce chiffre? Facile. Je vais sur ta chaîne YouTube, je remonte un petit peu, et là, je vois que tu dosais, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais en combien de temps il a atteint les 100 vidéos en réalité? Parce que les premières vidéos, tu l'as dit toi-même, ont été postées en 2007. Donc je me suis dit, j'ai envie de voir en combien de temps il a fait 100 vidéos. Et là, le 10 octobre 2008, c'était ta 100e vidéo et c'était le début d'un let's play sur je ne sais quel jeu. Mais effectivement, c'était ta 100e vidéo sur YouTube. Et je voulais commencer du coup cet aspect qui a été abordé au préalable. On a parlé de tes premières vidéos sur Puyo Puyo, Itadaki Street, etc. Puis ensuite Street Fighter. Qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque de partager ça et de les poster, surtout en particulier sur YouTube, quoi? Donc il y a deux choses, et ça rejoint tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est déjà, moi j'étais enseignant, donc j'enseignais les mathématiques. J'adore les jeux de combat. J'ai toujours aimé transmettre mon savoir. Encore aujourd'hui, sur jeuxvideo.com, ce que je fais, c'est transmettre de l'information, transmettre du savoir. Oui. C'est ce que je kiffe. Moi, vraiment, la transmission du savoir, c'est ce que je kiffe. Je veux que les gens aiment ce que j'aime et qu'ils comprennent pourquoi j'aime ce que j'aime. Voilà. Pourquoi j'aime les mathématiques. Essayez d'aimer les mathématiques autant que moi. Voilà pourquoi j'aime les mathématiques, je vous enseigne les mathématiques. Pourquoi j'aime les jeux de combat, je vous enseigne les jeux de combat. Et après avoir assisté à ce Stunfest 2007, j'ai vu les commentateurs comme ça qui transmettaient leur passion. Je dis, mais putain, mais commenter les jeux de combat comme ça en direct, mais c'est génial. C'est génial, ça donne tellement plus de hype, de cachet. Alors moi qui suis dans les jeux de combat depuis très très longtemps, qui tient des forums depuis 2002, je connaissais ces mécaniques, mais je suis persuadé qu'il y a tout un tas de gens qui ne sont pas les vieux darons des forums, qui sont toujours là, assis sur leurs couilles, et qui connaissent en jeu de combat. Enfin, il faut montrer aux gens à quel point les jeux de combat, c'est cool. Et pour moi, le meilleur moyen de montrer aux jeux de combat comment c'est cool, c'est de donner des cours ou de commenter des games. Et je me suis dit, je vais faire exactement comme ils font au Japon, au Tougeki, qui est un des plus gros tournois de jeux de combat de l'époque, ou au Stunfest. Je vais prendre une vidéo, voilà la vidéo des meilleurs joueurs du monde, et je vais commenter ces vidéos en français, en expliquant ce qui se passe réellement et pourquoi ce que vous voyez en train sous vos yeux, c'est ouf. Voilà, la démarche, c'est ni plus ni moins, et c'est la démarche que j'ai encore aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi bien les jeux de combat, pourquoi est-ce que c'est la folie, et comment est-ce que ça marche. C'était un peu comme Ponfétude qui pouvait reprendre des VOD de Game StarCraft entre deux gros, faites sur un ladder, faites entre deux gros coréens ou européens ou autres, et qui recommendaient sur leur chaîne. Si tu peux avoir Ponfétude un jour en interview, ils te diront que c'est en voyant ce que je fais qu'ils ont eu l'idée de faire à StarCraft. Ah. Donc tu vois, ils sont arrivés juste après, et ils ont dit, bon, on va faire ça sur StarCraft. Alors évidemment,
Il y avait déjà des commentateurs de StarCraft américains, Bien sûr. déjà à l'époque. Mais l'idée de poster ça sur YouTube et de faire des trucs YouTube, Tude, à l'époque, il venait me voir dans les commentaires de vidéos, il me dit alors le stick à utiliser, c'est lequel que tu veux le mieux à utiliser. Donc je lui donnais déjà des conseils à Tude sur quel stick utiliser pour jouer, tu vois, à Street Fighter 4. Mais ouais, c'est vrai que le shotcasting sur YouTube en français, je ne sais même pas s'il y en a d'autres en anglais qui faisaient ça avant, peut-être. En tout cas, il y en a en japonais qui le faisaient, puisque les salles d'arcade au Japon, dont je prenais les vidéos, mettaient déjà en 240p leurs vidéos sur une plateforme japonaise qui s'appelait Nico Video, Nico, qui est le YouTube japonais. Et c'est de là où j'allais récupérer les vidéos en qualité 240p schlag au possible, et où je recommentais par-dessus avec un vieux montage de merde Windows Movie Maker de 2008. Oh, tu vois, connais avec les vieux rendus tout pourris que ça faisait. une collection 128K où pour envoyer une vidéo de 10 minutes de 100 mégas, il me fallait une nuit entière. Donc je passais des nuits sur YouTube à checker, à me réveiller au milieu de la nuit pour voir si mon upload avait foiré ou pas. Si elle est foirée, je relançais les vidéos et je faisais ça comme ça en chaîne à la boucle depuis ma campagne troyenne. Oh là là, quel grand kiff. Schlag mode. Ouais, mais c'était schlag mode, mais c'était authentique. C'était original. Ah ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a tout autant d'authenticité dans bien ma sûr. démarche. La seule chose, c'est que les moyens ont augmenté et surtout la facilité d'accéder aux choses. C'est beaucoup plus facile d'accéder aux trucs, beaucoup plus facile de streamer, beaucoup plus facile de faire des vidéos. Moi, dans l'idée que je voulais faire, c'était faire des vidéos dans les conditions du direct. Il y avait deux raisons à ça. Déjà parce que je déteste recommencer un truc une deuxième fois. Généralement, moi, je fais un one-shot et ensuite, si c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien, c'est de ma faute. J'ai qu'à faire en sorte que ma première prise, elle soit bonne. Et ensuite, les conditions du direct, ça garde l'authenticité des choses. C'est-à-dire que ça garde l'authenticité de l'émotion. J'essaye de ne pas me spoiler des vidéos que je vois. Et ensuite, je commente la vidéo comme ça, comme si je la voyais pour la première fois. Je comprends. Et si tu recommences faire ça, tu perds tout. C'est vrai. Et si tu perds l'authenticité, tu perds un peu de la sincérité. Et je pense que tu manques de transmettre la passion. Donc aujourd'hui, je suis capable de jouer la comédie, mais je préfère toujours les conditions du direct. Généralement, moi, quand je fais une vidéo, j'appuie sur record et j'éteins, et elle est bonne ou elle est pas bonne, je m'en fous, j'envoie. Tu vois, jamais je recommence. Ok. D'ailleurs, cette émission ne sera pas recommencée. Je vais te dire, parce que tu as parlé de ça, avec Gotaga, on avait eu un problème d'enregistrement, on a réussi à le sauver, donc ça va, elle est sortie, même s'il manquait 10 minutes de la fin. Mais par exemple, c'est ce que j'avais expliqué, on ne l'aurait pas refait. Ouais. Simplement parce que j'allais pas lui reposer les mêmes questions, on n'allait pas avoir les mêmes explications, il n'y aurait pas eu les mêmes réactions, la même authenticité, tu vois, la même façon de s'exprimer. Et c'est comme là, si ça buguait, on serait pas amené à le refaire. Je te dirais pas, Ken, viens, on reparle demain. Alors en fait, tu sais c'est quoi le 10 octobre 2008 Tu vois ce que je veux dire? 100e vidéo. Voilà. Alors, il faut savoir à l'époque qu'on ne pouvait poster des vidéos que de moins de 10 minutes. D'accord ? Fallait combien d'abonnés déjà pour poster de plus de 10 minutes? Je sais pas, il n'y avait pas de limite d'abonnés, je pense. Ah ouais? Il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc, mes parties d'Itadaki Street, donc il y a un jeu de plateau. Donc, en gros, c'est le Monopoly avec un système de banque où tu peux acheter des actions. En gros, imagine, tu as le quartier de la rue de la Paix au Monopoly. Quand tu passes à la banque, tu peux acheter des actions dans ce quartier-là. Et si la valeur de quartier, s'il y a des hôtels qui viennent dans ce quartier, si la valeur augmente, toi, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des dividendes dessus. Voilà. Écoute avec ton micro. Le micro vraiment, tu vois, c'est vraiment à l'hashtag. C'était micro posé là. Quel enfer. Et là, c'est Noël qu'on entend, qui jouait avec moi. Et on adorait ça parce que, encore une fois, c'était le Monopoly. C'était le Monopoly, mais dans lequel tu avais un véritable pouvoir sur la partie et tu pouvais gagner une partie sans avoir la moindre rue d'acheter, juste en gérant très très bien ton système d'action à la banque. Donc c'était encore des trucs très mathématiques qui nous ramenaient. Ça vous émulait un peu, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est des jeux de profs de maths, ces trucs de là. Donc toi, il est en full japonais. Du coup, le jeu. C'est ce que j'allais dire. Mais comment t'as appris la full japonais? J'ai appris le japonais relativement tôt en classe préparatoire. Attends, par moi-même. Parce qu'en plus, tu lisais le japonais. Ouais, je lisais le japonais pour apprendre à jouer aux jeux vidéo. Notamment, je voulais refaire toute la saga Final Fantasy, toute la saga Dragon Quest. Après, en 1997, quand j'ai découvert Final Fantasy VII, j'ai vraiment eu l'amour des JRPG que je connaissais pas avant. Enfin, je pense que beaucoup de personnes ont découvert les JRPG avec Final Fantasy VII. Et pour découvrir toute la saga Final Fantasy, qui n'était jamais ressortie chez nous, je me suis dit, je vais apprendre au moins les caractères simples japonais, les hiragana, les katakana, qui composent la phonétique au Japon, pour pouvoir
comprendre ces jeux et pour pouvoir, ne serait-ce que me déplacer dans les menus, comprendre les magies et comprendre un minimum le système de jeu. Et du coup, j'ai appris par moi-même japonais. Et ensuite, après, j'ai continué de faire quelques cours en auditeur libre à la faculté en 2003-2004 pour avoir un niveau de japonais basique qui me permet juste de comprendre à peu près la base. Les menus, les vocabulaires. Voilà, et de m'exprimer dans le plus simplement du monde, histoire de me faire comprendre après quand je suis au Japon, quand je joue à des jeux japonais. Et du coup, après, j'ai fait des tas de jeux en japonais sans être bloqué. Et tu vois, c'est cool, ça m'a servi, utile. Je trouve ça ouf d'en être arrivé à apprendre une langue pour pouvoir du coup bien comprendre ces menus, ces choses de l'époque où effectivement il y avait encore des jeux qui sortaient dans une région du monde des mois, des années avant. C'est passionnant. Et au final, c'est dur? Non. La phonétique en japonais, ça te prend 2 semaines de métro. Vraiment. À apprendre par cœur. Peut-être si tu fais tes trajets quotidiens en métro, pas aujourd'hui évidemment, mais tu as ton tableau de la phonétique, tu vois, mamemi, momu, tatoti, totu, t'apprends le truc, tu mémorises et puis après tu te testes dans le métro et en 2 semaines c'est bon. Ok, top. Voilà. Donc, J'avais eu un abonné en Corée, il m'avait dit la même chose. Ouais, le coréen est encore plus simple que le japonais. Et la grammaire japonaise, c'est la grammaire la plus simple du monde. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nombre, tu n'as que le présent, passé et le présent, passé et le futur. Non, le présent, futur, pardon, et le passé. Donc, tu n'as que 2 temps. Japonais, c'est Tu parles encore là? extrêmement simple. Je parle très mal, machoto, skoshi. Je parle tout petit peu le japonais, mais ça me permet d'aller au Japon et de pouvoir, on va dire, avoir les bases pour Et t'en sortir. m'en sortir. En 2010, tu rejoins AA. En 2010, je rejoins AA. C'est la première structure, en effet, que j'ai rejoint parce que, du coup, après YouTube et le fait que les gens suivaient de plus en plus sur YouTube, j'avais de plus en plus de follow. On m'a de plus en plus sollicité pour faire les tournois. C'est le Stunfest en 2009 qui m'a donné ma première chance de m'exprimer sur scène en tant que commentateur pour commenter le tournoi de Street Fighter 4 de l'époque du Stunfest. Je ne les remercierai jamais assez encore pour ça. Ça s'était bien passé, ta première expérience de cast en live? Ça s'était super bien passé. Après, il faut savoir qu'à l'époque, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais les gens étaient très partagés parce qu'évidemment, je casualisais énormément le jeu de combat. J'en faisais aussi un peu des caisses. Tu vois, j'étais pas forcément un commentateur extrêmement rodé non plus. Et il y avait beaucoup de micro-jalousie parce que ça apportait toute une nouvelle vague de gens qui n'y connaissaient peut-être pas. Tu sais, les kikous, tu vois, qui pouvaient arriver ici. Donc eux, ils étaient contents d'être un peu entre élitistes, entre personnes qui aimaient ça. Je pense qu'il y avait, tout le monde n'était pas comme ça, mais je pense qu'il y avait un truc comme ça. Mais arrivé à un moment, tu vois, quand tu voyais qu'il y avait un engouement derrière, j'ai commencé à avoir de plus en plus de tournois. Donc j'ai rejoint la structure AA, que je remercie encore toujours, parce que j'avais besoin, en fait, j'ai pas de pognon, moi. Vraiment, l'argent que je générais en tant que prof, c'était que dalle, ça servait juste à payer mon loyer de chambre d'étudiant, à me nourrir, tu vois, et à financer mes déplacements. Tu vois, tu ne gagnes rien, vraiment. Enfin, quand tu es prof, en plus, tu vois, à mi-temps, que tu donnes des cours particuliers ou des cours en TD, tu gagnes que dalle. Du coup, j'avais pas assez d'argent pour me déplacer dans la France et AA m'a offert une structure pour pouvoir me déplacer. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, j'aime pas trop l'idée d'être affilié à une structure. Je préfère rester indépendant. Moi-même indépendant, en tout cas dans ma tête, et pas qu'on me dise je peux faire un truc ou pas un truc. En 2010, l'opportunité paraissait quand même belle, non? Oui, c'est sympa. Après, moi, je dois dire que les AA, donc eux, c'était vraiment l'e-sport, Counter-Strike, etc. À l'époque, StarCraft. Donc c'était vraiment quelque chose qui explosait sur PC. Il n'y avait pas trop une grosse expérience console de l'histoire. Et je dois dire que je connaissais très mal ce milieu-là. Moi, je ne jouais pas sur PC, je ne jouais pas à l'e-sport PC, je ne savais pas ce que c'était ces jeux. Ouais, j'avais joué un peu à Counter-Strike en LAN à la fac, mais pour moi, c'était l'e-sport, les tournois, c'était que les jeux de combat. Et du coup, ouais, c'était sympa, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est arrêté très vite parce qu'après, je demandais toujours à être défrayé. C'était compliqué de défrayer, d'avoir une bonne structure. Comment on paye les gens quand ils sont défrayés? Vraiment, en 2010, c'était un véritable problème. Donc, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru voir que tu avais fait quelques tournois en tant que joueur, du coup. Oui, ça, je dis toujours, les commentateurs, c'est des joueurs ratés. Donc moi, donc moi, j'ai une carrière de joueur raté, tu vois. Donc pour briller sur la scène des jeux de combat, je suis devenu commentateur. Voilà, faut être honnête avec ça. Faut être honnête, soyons honnêtes.
Voilà, si aujourd'hui on a les meilleurs commentateurs du monde, c'est qu'ils ne pouvaient pas être joueurs. C'est le joueur qui gagne le pognon, le commentateur ne gagne rien. Dit comme ça, effectivement, c'est vrai. Et surtout que du coup, ton expérience de joueur te donnait un pédigré pour pouvoir Voilà, c'est ça. expliquer les choses. Exactement. Mais moi, j'adore faire des tournois de jeux de combat. Et d'ailleurs, plus j'ai commencé à développer les commentaires, moins j'ai eu de temps pour jouer aux jeux de combat. Et ça a été une cohérent. grosse frustration que j'ai accumulée au fur et à mesure. Aujourd'hui, De moins en moins jouer. Ouais, de moins en moins jouer. Que tu peux pas jouer, tu dois commenter le tournoi et tu as moins le temps de faire les tournois, de profiter des tournois. Et aujourd'hui, j'essaye de m'allouer encore un tout petit peu de temps quand je vais au Stunfest pour jouer à des jeux. Je vais à des événements comme la HSF pour pouvoir justement essayer d'avoir du temps de jouer et pas forcément être en mode full commentateur. Donc je fais des événements plus discrets, plus marginaux, on va dire, pour juste me faire le kiff que j'aime, c'est-à-dire jouer aux jeux que j'aime avec les gens que j'aime. C'est beau parce qu'il y a des personnes qui, après tant d'années, peuvent avoir un peu perdu la passion, la flamme. Toi, ça n'a pas l'air d'être du tout ton cas. Ah non, moi j'adore les jeux de combat depuis, je te dis, j'adore depuis que j'ai 8 ans, je suis tombé dedans, je kiffe toujours autant. Aujourd'hui, même si, tu vois, on peut ne pas me donner les moyens de m'exprimer ou quoi, je réussis à te caler une émission de jeux de combat dans le lunch play. Il faut que j'en parle. J'ai réussi à amener l'Evo sur le stream, j'ai réussi, tu vois, à faire la Capcom Cup. Il faut absolument que je parle de ce qui m'intéresse. Enfin, les jeux de combat, c'est ma vie, tu vois, c'est tout ce que j'ai kiffé. Les joueurs talentueux, tout ça, j'essaye de pousser au maximum n'importe qui, pas pour mon bien personnel, j'en ai rien à foutre de moi, je veux que les gens kiffent comme je kiffe. J'ai la même démarche, informer, enseigner, partager. Voilà, ça me rapporte rien les jeux de combat. Et d'ailleurs, je vais même te dire un truc, ça m'a jamais rien rapporté de l'histoire. Jamais vécu des jeux de combat de toute ma life. Ça ne rapporte rien, les jeux de combat. Il n'y a pas d'argent à se faire dans les jeux de combat, donc il n'y a pas besoin de se battre pour être numéro 1 ou numéro 2. C'est marginal, le pognon qu'à se faire. Peut-être si tu es aux États-Unis, commentateur US, ouais, il y a peut-être un bis à se faire. Ils font ce qu'ils veulent, mais là, en France, franchement, il y a que dalle. Enfin, c'est trop marginal pour qu'on se bouffe, qu'on se fasse C'est plutôt ta profession d'animateur, streamer, présentateur qui t'a rapporté, mais pas du tout le jeu de combat directement lui-même. Alors, c'est dérivé de ça parce que c'est par le jeu de combat qu'on m'a connu et qu'on m'a embauché. Quand j'ai eu mon premier taf chez eLive Entertainment en 2011, c'est par le jeu de combat que la plateforme voulait développer aussi son truc. eLive, c'était la première plateforme qui permettait de faire du stream avec des connexions de merde. Aujourd'hui, on connaît tous sur Twitch, on fait énormément de streams en mode reaction à des vidéos live. eLive était la première plateforme qui permettait de faire ça. Streamer, ça coûte de la bande passante. On parle de 2011. En 2011, les gens, ils avaient une connexion. S'ils avaient la DSL, c'était le bout du monde. Pour streamer, les 20 mégas free, les 20 mégas free, c'était la connexion du roi, tu vois. Et tu pouvais difficilement streamer avec ça. Avec eLive, le principe, c'était ni plus ni moins que de streamer un flux audio, d'être capable de synchroniser plusieurs flux audio avec des personnes qui n'étaient pas dans la même pièce. Donc, imaginons, Mister MV habitait Courbevoie, j'habitais Troyes, je pouvais faire un cast avec lui et on pouvait diffuser des vidéos YouTube dans un player et voir la vidéo YouTube simultanément, réelle. Donc, pouvoir réellement shootcaster la vidéo YouTube. Il y avait une synchronisation simultanée, donc c'était vraiment ouf. Puisque moi, je pouvais lire chez moi dans ma campagne en 240p ma vidéo YouTube. Et lui, il pouvait lire, en 720. Et les gens qui regardaient le cast avaient en 720 la vidéo, puisque en fait, la plateforme faisait que reprendre. Alors, il faut aller chercher cette vidéo YouTube-là, il faut aller chercher la source audio là, la source audio, et synchroniser tout, et la plateforme faisait ça. Et sur eLive, on pouvait faire les premiers véritables streams en mode low cost qu'on pouvait faire, et la plateforme était folle pour ça, est devenue assez obsolète 2 ans après parce que les connexions ont commencé à augmenter et à exploser, et du coup c'est le stream qui a pris la place, notamment avec OGaming. Mais la plateforme était extrêmement novatrice. C'était une tech intéressante déjà à l'époque. C'était une super tech, et c'est dommage que ça s'est un peu planté, peut-être aussi c'est ma faute, je sais pas, mais bon, l'histoire d'eLive, elle est peut-être un peu complexe, mais ça a été pour moi une super expérience. C'est là où je suis arrivé à Paris, c'est là où j'ai rencontré Monsieur Karaté, mon bro, Frionel, etc. C'est l'époque de la coloc, c'est les premières fois où on allait au Japon, on avait justement représenté la structure eLive, on commençait à sponsoriser des joueurs, tu vois. Ah ouais. Donc il y avait vraiment une assez bonne dynamique, mais bon, je pense que se concentrer trop sur les jeux de combat ou ces trucs comme ça, c'était une erreur parce que eLive avait un vrai potentiel
de faire du shootcast de divertissement pur, de stream reaction, de commentaires de run, de commentaires de match. Ce qu'on voit aujourd'hui partout sur Twitch, bah, eLive l'avait inventé. Alors que du coup, là, vous étiez un petit peu resté en niche, en fait. Ouais, un peu. C'est ça, en se concentrant et en focusant sur les jeux de baston. Ouais. Ton arrivée à Paris en 2011, du coup, avec eLive, tu as parlé que tu as rencontré des tonnes de personnes, Ouais. que vous avez fait des colloques. Vous êtes allé jusqu'au Japon? Ouais, on est allé jusqu'au Japon. J'ai fait probablement l'une des premières erreurs de ma vie, je pense, à cette époque-là. C'était mon premier voyage au Japon en 2010. On n'avait pas d'argent, hein, pas de thunes. 2010, c'est avant eLive. Hein. eLive, c'est 2011. En 2010, pour mon premier voyage au Japon, donc pour aller couvrir le Tougeki pour la chaîne YouTube, j'ai fait un appel aux dons. Et ça, je pense que c'est une des premières erreurs que j'ai jamais fait parce que bon, j'étais beaucoup poussé par mes potes de l'époque qui me disent « Mais si, tu vois, tu as un public qui te suit, c'est normal, tu vois, qui t'aide un peu à partager les trucs. » Aujourd'hui, sur Twitch, on trouve ça complètement banal. Bah ouais, tu suis un streamer, tu subs à son truc, donc tu lui fais des dons, tu vois, tu lui files de l'argent parce que tu kiffes un streamer. J'ai toujours eu énormément de problèmes avec ce principe. Le fait que tu veuilles partager de l'information, de la connaissance, mais que, je sais pas, tu la finances ou que les gens te financent, les gens te donnent de l'argent pour ce que tu fais, des gens, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, j'ai fait une demande de don qui a été un succès cuisant, qui a bloqué un compte PayPal en 24 heures. Ok. Tu vois, PayPal s'est dit, mais il y a trop d'afflux d'argent sur le C'est compte pas PayPal. normal, ouais. J'ai relevé 700 € avec ça, et avec ça, du coup, j'ai pu financer le premier voyage au Japon, l'achat d'une petite caméra, et j'ai pu, du coup, aller faire mes premières vidéos au Japon pour voir et filmer l'intérieur voilà, c'est ça exactement. Là, c'était en 2010. Vous pouvez un peu couper le son, s'il vous plaît, Le merci. Old Kenbogar, voilà, donc c'est les premières vidéos que j'ai fait au Japon, donc en 2010 avec Akihabara, voilà. Donc j'ai essayé, Left 4 Dead 2. j'ai essayé de montrer un tout petit peu à quoi ça ressemblait et l'intérieur du Twiki. Donc je pense avoir rempli évidemment Ta part du contrat. ma part du contrat par rapport aux dons que j'ai eu, mais si c'était à refaire, je le referais pas. Plus jamais, jamais, je ne redemande de l'argent à des gens pour faire des projets comme cela. Je préfère aller demander à des marques, Ouais. à des sponsors, à des gens qui ont l'argent et pas demander aux gens qui vont consommer les vidéos. Les gens qui consomment des vidéos, qui consomment des streams, ils ne devraient pas avoir à donner de l'argent, ils devraient juste le recevoir. L'argent, il devrait venir de structures qui sont à côté. J'ai beaucoup de mal avec les dons. J'ai beaucoup de mal avec une personne, une individualité qui va te donner 100 € juste parce qu'il kiffe ce que tu fais. Et même si c'est très dédramatisé aussi sur Twitch, et j'accuse personne. Hein, Non, mais tu donnes ton point de vue, j'accuse absolument personne. Hein, c'est juste ma vision des choses. Je préfère être financé par la pub, je préfère être financé par tout ça. Et c'est très difficile d'allier financement à la pub, liberté d'expression, etc. Mais ne nous mentons pas, même sur Twitch, les gros streamers, quand tu as sponsor PUBG avec la casquette, avec le machin, on sait très bien que les mecs, ils jouent pas parce qu'ils ont envie de jouer au jeu. Hein, allez pas nous mentir. Et l'indépendance, même si tu es à ton compte, pour moi, elle n'a jamais existé. Tu es toujours dépendant de toute façon de ceux qui vont te filer le pognon. Alors, de tes viewers, voilà, tu es dépendant d'eux si c'est eux qui te filent le pognon, ou des sponsors si c'est eux qui te filent le pognon. Quoi qu'il arrive, l'indépendance, c'est quelque chose de difficile pour moi à avoir. Et cette demande des dons, c'est quelque chose que j'en ferai. Parce que ce que j'allais dire, au final, tu as parlé d'erreur. Foncièrement, elle était où l'erreur? Parce que moi, quand tu as parlé d'erreur, je pensais que c'était que tu as merdé quelque part. Ça a été très mal vu parce que comment est-ce que c'est perçu? C'est perçu qu'Ken Bogard demande de l'argent pour son voyage au Japon. C'est ça. C'est ça le message qui est envoyé. Et je ne peux qu'acquiescer ça. Même si c'était loin d'être une sinécure, qu'on a couru partout, qu'on a tourné des vidéos et qu'on a sorti des sujets, comment est-ce que ça peut être perçu? Ça peut être perçu comme ça. Et j'aurais largement préféré demander, je ne sais pas, à l'époque, je dis au pif, la Fanta, de payer le voyage au Japon, et on s'en fout, je mets un logo Fanta sur les vidéos. Tout le long, ouais. Le contenu n'a rien à voir avec Fanta, tu vois, et j'aurais pris une canette au distributeur, rien à battre. Mais au moins, j'aurais pas demandé l'argent aux gens, et tu vois, comme c'est les gens qui financent, il peut dire, ce que tu as fait, c'est de la merde, je veux mon argent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, je comprends. Je commence à déchiffrer ce que tu veux dire. T'es encore plus dépendant, je trouve, quand tu reçois de l'argent des gens que quand c'est une marque ou un truc, ou si jamais ça marche pas, je sais pas, tu t'essayes de démarcher une autre, etc. Parce que je commençais à me dire, effectivement, c'est vrai que je peux comprendre ce point de vue sur les dons,
Même si, à mon sens personnel, je pense que les subs, c'est un peu différent. Je mets la barrière différente entre les Ouais. subs et les dons, parce que le don, c'est vrai que c'est vraiment un don d'argent tien sans Le sub, réellement t'as de quelque chose retour. en retour. Le sub, t'as un T'as des minimum de emotes, retour. t'as des droits en plus. Voilà, T'achètes quelque chose. on peut, voilà, on peut Après- capter un peu le Après, principe. Zach, 5 € le sub sur Twitch, tu demandes à n'importe qui de payer la même somme pour une chaîne télévision. Tu vois, qui diffuse 24h24, comme ES1 par exemple, qui peut être à 5 € sur 5 Ah, UK. ouais. Il va te regarder, il fait What, payer 5 € pour Bien une sûr. chaîne de télé qui Bien diffuse sûr. 24h24, mais jamais. Alors que pour donner à un streamer qui regarde 2 heures par jour, tu vois, il y a quand même un rapport de fan à, tu vois, un rapport d'idole qui, personnellement, m'a toujours un Bien tout sûr. petit peu dérangé. Je peux comprendre, mais après, tu vois, par rapport aux streamers, il faut aussi prendre en compte, et aussi par rapport à une chaîne télé, et c'est vrai ce que tu dis, c'est que le streamer, à leurs yeux, enfin en tout cas aux yeux du public, il est personnifié. Ouais. C'est une personnalité, Tout et à tu fait. vois directement qui tu Ouais. aides, et tu le visualises. Alors que par exemple, une télé, c'est assez anonyme. Tu sais pas qui y a derrière, tu vois pas le nombre de gens qui travaillent derrière, tu les connais pas. Et à la rigueur, ça peut être symbolisé par un présentateur, comme par exemple Hanouna à C8. On sait que Hanouna égale C8, tu vois. Je paye Mais- pas pour C8. Hein. Peut-être pas. Mais tu vois, à l'échelle d'autres chaînes, effectivement, c'est un peu plus difficile. Ou Marcus avec Game One. Comme je Mais- dis, chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Non, mais je trouvais très intéressant C'est le ton point de mieux. vue. Moi, j'ai du mal avec ça. Je préfère, tu vois, travailler pour jeuxvideo.com aujourd'hui, être dans une structure comme jeuxvideo.com, c'est-à-dire avoir la liberté de diffuser l'information que Ouais. je veux, etc. Et on parle souvent de Webedia, Moi, je travaille pour jeuxvideo.com. Webedia, c'est gigantesque. Il y a énormément de structures. Au sein de Webedia, tu as Talent Web, tu as Mixicom, tu as Allociné, Lustream, tu as t'as plein de Allociné, tu as 750. Webedia, c'est gigantesque. Moi, je travaille pour jeuxvideo.com. Je suis un employé de jeuxvideo.com. Donc, théoriquement, je suis affilié journaliste, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ce que je considère comme étant véritablement l'indépendance. C'est-à-dire que mon salaire est payé par une boîte, c'est-à-dire que je ne dois rien à personne, je ne dépends pas de personne, on n'est pas obligé de donner de l'argent pour voir mon contenu. Mon contenu est disponible sur YouTube 100% gratuitement, mes chaînes YouTube ne me rapportent rien. Je parlais de ma chaîne YouTube là, ma chaîne YouTube elle est démonétisée, la chaîne dont tu as parlé. Ah ouais? Elle est 100% démonétisée. Je n'ai jamais gagné un seul centime des Ah 3 millions, 4 millions de vues que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Sérieux? Zéro. Déjà parce qu'à l'époque, les chaînes n'étaient pas monétisées. Ça, oui. Et que dès qu'elles ont commencé à être monétisées avec AdSense, tout ça, étant donné que je diffusais des vidéos de jeux de combat ou des vidéos de jeux de Nintendo, tout ça, immédiatement, il y a eu des problèmes de droit et tout a été démonétisé. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Genre, les éditeurs de ces jeux-là n'autorisaient pas la monétisation sur Non. leurs jeux. Surtout Nintendo, particulièrement Nintendo. Ah oui, ça par contre, j'avais entendu parler. Mm. Parce que ouais, regarde, moi par exemple, je fais des vidéos code, jamais Acti a dit, bah non, Zach, tu peux pas monétiser ta vidéo code. Ouais, je sais, mais Nintendo, yet. Ok, d'accord, je comprends. Donc, je sais pas combien. Je sais pas si tu as la stat du nombre de vues totales que j'ai sur ma toute Sur première la chaîne YouTube, vous allez sur sa chaîne et ensuite dans About. Donc dans About, vous allez avoir le nombre total de vues qu'il a fait, si on peut voir. Du coup, Mais si vous voulez être dégoûté de la vie, vous regardez le nombre total de vues et toi-même tu sais combien Oui. rapporte YouTube Bah oui. et tu vas voir le nombre d'argent que j'aurais dû me faire. J'ai fait une vidéo récemment sur moi, combien j'avais gagné sur le mois de novembre sur YouTube, parce que j'ai fait 33 millions de vues. Parce que tu as dit 3 ou 4, mais non, tu as fait 33, monsieur. Combien ça fait 33 millions en de- monnaie? Je sais pas, ça fait Ce serait 2-3 ans de SMIC, 2-3 ans de SMIC. à peu près. Ouais. 2-3 ans de SMIC, ça fait combien en euros ça? Ce serait l'équivalent de 40 000 euros, 40 000 euros. à peu près. Si on compte, tu vois, les mois de novembre, décembre, Ouais, un peu c'est mieux ça. payés, bref. Tu sais, je te fais là, comme ça, la Donc, ramasse de tête. C'est 40 000 euros que j'ai jamais touché, pas un centime, tu vois. Je Et je comprends. m'en fous, c'est pas grave, c'est juste pour te dire qu'on a commencé à une époque différente. Et là, tu vois, tu me dis, j'ai commencé en 2007, tout ça, t'as vu les abonnés qu'il y a sur la chaîne? C'est zéro, enfin, 56 000, je crois, un truc 60 000. Et la chaîne a vraiment décollé dès que j'ai commencé à faire du Pokémon. C'est-à-dire que la chaîne n'a jamais dépassé les 20 000 abonnés Et le à partir Pokémon du a moment réellement où je aidé, ouais. faisais que du jeu de combat. C'est Pokémon qui a fait décoller la chaîne. Et décoller, je te parle de 60 000, j'ai jamais eu les 100 000 abonnés sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai fait une deuxième chaîne, D'accord. Ken Bogard Versus, que pour les jeux de combat, où je publie que le contenu J'ai vu que lié tu aux publies jeux de tes combat. MPSTP, c'est ça? Les meurs pas sans tant pis, voilà que je fais. Les commentaires de tournois que je peux tourner, les shotcasts un peu plus rapides de certaines vidéos que je peux faire, les vidéos d'analyse, les tests de produits, aussi stick arcade, etc., liés aux jeux de combat. Je publie ça sur une deuxième chaîne parce que la première chaîne, c'est devenu un fourre-tout où il y a absolument tout.
et rien n'est reconnaissable. Ok. Tu vois. Et cette deuxième chaîne, jamais Je elle trouve atteindra ça, les j'ai trouvé ça cinq. super intéressant. Avant de reprendre du coup une autre partie de l'interview, je vais finir de demander ton avis sur un truc. Yes. Du coup, sans drama, sans ou autre, tu vois, je te demande juste vraiment ton avis par rapport, parce que c'est en rapport avec ce qu'on a dit ici. Par exemple, le projet Solari Corée, où ils ont demandé un peu de dons de financement participatif de leur communauté, avec bien sûr des retours, et une autre partie financée par des marques. Du coup, t'en as pensé quoi quand tu l'as vu? Aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où ça tombait pas en mode. Moi, j'ai vraiment des problèmes avec ceux qui disent notre voiture tombe en panne, s'il vous plaît, aidez-nous pour Ok. faire une bagnole. Et tu as des dons qui financent les voitures de streamers, tu vois. Ouais, là, je suis en train de refaire ma maison, c'est chaud. Vous m'aimez bien, donnez de l'argent. Tu vois, et Ok. t'as le mec qui se finance sa maison sur les dons. On va pas se mentir, même si certains projets, il y a des demandes de dons pour certains projets, c'est toujours un peu, on ne sait pas vraiment ce que les gens font de Un peu l'argent. Et quoi shady, qu'il ouais. arrive, même si tu veux savoir ce que fait de l'argent, bah, tu as toujours un devoir de dire, voilà, l'argent, il a servi à ça, il a servi à ça. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Je ne veux pas que des gens me donnent de l'argent. Je n'ai pas envie de ça. Je l'ai fait durant un moment, parce que tu vois, j'étais tombé à la fin d'e-live, donc j'étais devenu chômeur, sans emploi, rien du tout. Donc le seul moyen, c'était de passer par les dons pour vivre. Mais la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de travailler avec OGaming, de leur vendre des émissions. C'est-à-dire, je leur vends le concept de Me repassant en pif, qui était déjà une émission sur eLive à l'époque, qui était retransmise d'ailleurs sur OGaming, puisque OGaming, on a commencé en 2011 aussi Ouais, avec, c'est ce que j'avais noté. avec OGaming. Et j'ai essayé de vendre des émissions, de vendre des vidéos à des structures, tu vois, pour être plus dépendant des gens. Je ne voulais pas être dépendant des gens. Et quand en 2014, du coup, j'ai signé avec jeuxvideo.com, en fait, avec la Gaming Live. structure Gaming Live à l'époque, qui était donc Melting Pot, qui était une structure qui avait remporté l'appel d'offres pour créer la web TV de jeuxvideo.com. Ben, j'ai dit immédiatement oui, parce que intégrer ce genre de structure dont le financement ne dépend pas D'autrui. d'autrui, d'individualité, pour moi, ça me permettait d'avoir une vraie liberté de faire ce que je veux sans jamais n'avoir de compte à rendre à personne. Tu fais Sauf ça. à mon entreprise, évidemment, quand je dis des conneries. Et ça, c'est normal. Ah, cette nuque au blanc. Au gaming, ça, hein, c'est quoi un des premiers Evo qu'on a retransmis sur Au Gaming, un truc comme ça? Ouais. Moi, il y a un truc que je voulais parler, c'est que tu as été un des premiers commentateurs français de l'Evo. Tout à fait. C'est vrai. Le projet, il est arrivé avec Au Gaming, grâce notamment Ponftude et Grégory Ogel, qui étaient aussi très fans de jeux de combat. Je leur dis, écoutez les gars, si vous voulez, on peut retransmettre l'Evo. Donc à l'époque, l'Evo ne voulait pas de commentaires dans la langue Native. française. Et lorsqu'on négociait avec eux, donc les organisateurs de l'Evo, pour leur demander réellement les droits de retransmission, ils me disaient ah non, les droits, si vous les voulez, soit vous venez ici, vous payez une connexion, soit vous les payez. Ils nous demandaient 20 000 € pour retransmettre l'Evo. Un prix qui est ni plus ni moins qu'un prix allez vous faire foutre les Frenchies. Voilà. C'est réellement, on vous dit 20 000 balles parce qu'on sait que vous n'allez jamais les payer. C'est ça, ils savaient pertinemment qu'on n'allait jamais remporter ça. Et de là est venu du coup le terme du standing de l'Evo et les droits de l'Evo, qui ont toujours été quelque chose de très difficile du coup à avoir, parce que l'Evo demandait énormément d'argent. Et à l'époque, on retransmettait l'Evo de façon audio. Donc le cast était 100% audio. Arrête. 100% audio. Donc vous faisiez en sorte que les gens puissent seulement se... Donc ce qu'on faisait, on mettait uniquement le timer des matchs de jeux de combat et on disait aux gens, écoutez, avec notre stream et avec le stream officiel de l'Evo, vous pouvez synchroniser les flux Et vous nous et entendrez, regarder ouais. l'Evo comme ça, ensemble, avec les commentaires en français. Oh, le ghetto. C'est le ghetto, mais d'autant plus qu'on avait, nous, des gens qui étaient là-bas, donc Ouais. on était en communication avec des gens là-bas, donc on a apporté à la fois du contenu sur tous les joueurs français qui étaient à l'Evo. Donc l'Evo, si les gens ne connaissent pas, c'est le plus grand tournoi de jeux de combat du monde. Voilà, ça a lieu tous les C'est ans à aux Los- alentours de août, début août. C'est à Los Angeles. C'est à Las Vegas. Las Vegas, pardon, Voilà. j'ai confondu. Ça avait pas mal d'horreurs de décalage. Mais nous, on voulait soutenir les joueurs français, continuer de soutenir les joueurs français. D'ailleurs, ça a bien marché jusqu'à un joueur gagne Luffy en 2014. D'ailleurs, on avait retransmis sur Gaming Live. Pareil, sans les images. Et depuis l'ère Twitch, depuis que Twitch, du coup, est maître jusqu'où des droits de diffusion des tournois e-sport, aujourd'hui, on n'a plus à négocier avec l'Evo. On va voir directement Twitch. On dit, écoutez, on veut retransmettre l'Evo. Twitch nous dit, oh, ok, pas de problème. Et on fait.
Voilà. Ah ouais? Et on n'a plus besoin de donner d'argent. Parce que l'Evo diffuse sur Twitch, ils sont partenaires avec Twitch. On est partenaire avec Twitch sur le stream. Donc ouais, allez-y, Donc, vous diffusez pouvez l'Evo. reprendre leurs Bah images. ouais, pour eux, ça fait plus de vues, ça fait plus de flux, ça fait plus de trucs. L'Evo, ils voulaient contrôler leur flux absolument à eux uniquement. Aller donner aux Japonais parce qu'ils adoraient les Japonais. Ils leur offraient un setup, mais ils donnaient pas à nous. Donc on a galéré depuis 2012, je crois. Là, les images que vous voyez, ça doit être en 2012. L'Evo 2012 jusqu'à l'Evo d'aujourd'hui. Batailler pour pouvoir montrer les images de l'Evo. Et encore aujourd'hui, il y a certains streams de l'Evo qu'on n'a pas le droit de diffuser. Ok. Voilà. Certains flux de l'Evo, on n'a pas le droit de diffuser. Et maintenant, rien que le fait de pouvoir déjà montrer des images, c'est. Les gens ils sont royaux. Là, l'Evo 2019 avec le stream, c'est un des meilleurs Evo qu'on ait jamais fait. On avait Foster qui était là-bas, qui couvrait avec un duplex complet l'Evo qui se baladait, qui allait suivre les joueurs français. On pouvait voir Il avait un petit backpack. tous les matchs peut-être qui sont. Ouais, c'est ça, un backpack. Il avait un Navi West, donc encore le level au-dessus. Il pouvait aller filmer tous les matchs qui ne sont pas diffusés en stream. Les joueurs français, on a une couverture qui est ouf et j'espère qu'on aura ça l'année prochaine aussi. Mini question, c'est quoi la différence avec le Navi West? Navi West, c'est un espèce de gigantesque backpack qui te permet de streamer en 4G, vraiment dans n'importe quel endroit avec une bande passante qui est assez vénère. Globalement, c'est ce qu'utilise la télévision pour faire des duplex durant leur direct. Voilà, c'est un truc qui remplace un camion régie complet. Je m'endormirai moins con. Bon. Parfait. Du coup, 2014, mai, lancement de Gaming Live avec notre ami Mister MV. Tout à fait, Mister MV, que je connais depuis 2011 et eLive. Mister MV est un streamer eLive. Il a commencé sur eLive et il a commencé à faire ses premiers casts depuis 2011 sur eLive. Et je dois bien avouer que c'était un des streamers qui apportait le plus, en tout cas, de nouveautés sur la plateforme, puisqu'en plus de se taper des délires entre potes, commenter des vidéos en mode réaction, de la pétanque, n'importe quoi, Koh-Lanta, déjà à l'époque, ou des trucs à la con. Tu vois, il faisait des commentaires de speedrun bien léchés, bien trucs. Et une fois que eLive, Showprime, s'est terminé, je l'ai emmené avec moi, du coup, chez OGaming. Quand je suis rejoint un peu OGaming, j'ai dit, mais écoutez les gars, MV, tu vois, comment il MV, fait jeune. il est là, il a du talent. Si vous voulez du speedrun, prenez ce gars-là. C'est vraiment un gars méga cool. Là, c'est chez moi. On était à Alfortville. MV vivait juste au-dessus de mon appart à l'époque. Donc, on avait des apparts comme ça superposés. Il vivait un étage au-dessus, c'est tout? Il vivait l'étage au-dessus. Donc là, il est venu m'apporter le courrier. Et moi, j'étais en train d'enregistrer un épisode du Coffre Versus où je retraçais un peu les jeux de merde de la Saturn. Et je l'ai embrigué là-dessus. Vas-y, viens jouer. Voilà. On était en plein stream, en pleine émission. Et on joue à Virtua Fighter Kid comme des cons. Donc MV, c'est un ami de très, très, très longue date, du coup. On se connaît depuis longtemps. Et quand Gaming Live est arrivé, je lui ai dit, viens, on va créer un truc. On va mettre en avant le jeu rétro, les jeux indés aussi. On va pouvoir parler de plein de trucs et avoir le rayonnement de jeuxvideo.com. Ça va être cool. En plus, c'était avec les anciennes équipes de gaming qui montaient du coup la structure. Frédéric Go, Grégory Hogel, Cardel, qu'on embrasse. Koyuk, qui est chez Gotaga même aujourd'hui. Nico Cardel qui est souvent là-bas. Nico Cardel, évidemment, le boss du boss. Il est content parce que je fais toujours des dédicaces dans Accord ou Libre. C'est des mecs qui sont là depuis là, vous vous rendez pas compte le talent de ces gens-là. Et MV, du coup, qui était avec nous. MV avait déjà fait un peu de stream sur Twitch, déjà, parce que quand Justin TV est devenu Twitch en 2012, il a fait un peu de Twitch et Dailymotion en rejoignant la ZTV. Yes. Qui était ZTV, je sais pas quand ça s'est Zerator lancé. TV. Ouais, mais ça s'est lancé en quelle date En 2012. Ouais, 2012. Voilà, c'est ça, 2012. Donc à la fin de Showprime, quand eLive a coupé, parce qu'Amazon nous a coupé les serveurs, donc la plateforme a disparu, parce que tout simplement on ne payait pas les factures. C'est ni plus ni moins que ça. Les mauvais payeurs, là. Amazon a coupé, le site a disparu du jour au lendemain. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a perdu 2 ans de travail, parce que moi, tous mes casts, ils étaient dans les serveurs Amazon. Et quand on a eu l'annonce que Amazon allait couper les serveurs, on a essayé de sauvegarder toutes les vidéos en essayant de record toutes les vidéos, les anciennes VOD. C'était un véritable cauchemar ce moment-là. Voilà. Donc, il a fait un peu de gaming, il a fait du coup la ZTV. Et je crois que ça a très vite vachement bien collé avec Zerator, parce qu'ils ont ils ont une patte très très commune, un flow qui est assez commun. Côté décalé qui est aussi assez bon. Mais ouais, Gaming Live se lance, du coup, avec MCRMV.
C'est une super expérience pour moi, vraiment, vraiment super Tu peux nous expérience. raconter un peu ces débuts de Le début de ce Gaming Live, lancement c'était, et voilà, tout on était dans des studios à côté de République, à Château d'Eau, voilà, on a monté des studios de toutes pièces, on a monté une entreprise en fait de toutes pièces, vraiment, le but de la création de l'entreprise, on devait monter une web TV, voilà, donc on devait tout acheter, créer des grilles de programmes, vraiment une web TV, donc tout mettre en place qu'on de A va à Z, aller, tout pitcher mettre en des place, voilà, émissions. pitcher des émissions pour être diffusé ensuite sur jeuxvideo.com. On a tout créé de A à Z et on a créé des concepts d'émissions qui aujourd'hui existent encore même encore aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou même MV sur sa chaîne. Tu Il y a vois, quoi qui existe concepts. encore? Je sais pas comment s'appellent ces streams de jeux indés à Mister MV, voilà, Console Mania. Évidemment, l'idée de terminer tous les jeux de la Mega Drive, avec ici Last Battle, le jeu au couteau no Ken de Mega Drive, qui est un jeu de merde qu'on essayait de terminer justement ensemble. Console Mania qui a été repris ensuite par un streamer qui s'appelle Monsieur Sapin, qui a essayé de terminer, qui a terminé quasiment 350 jeux des 760 de la Mega Drive. C'est dingue. C'était vraiment fou. Des concepts très rétro, des concepts de jeux indés, voilà, aussi assez indéfinitivement, ça y est, je l'ai retrouvé. Tu vois, indéfinitivement, c'est des concepts qui ont commencé sur eLive, ou ses commentaires de speedrun aussi. C'était là, il a commencé à développer son côté artistique énormément, MV, grâce à ça, en faisant de plus en plus de clips, de chansons enregistrées, de machins. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un talent fou et qui ne s'est jamais bridé dans ce talent. En fait, MV, il a vraiment tout ce que j'ai pas au niveau artistique. C'est un artiste. J'ai aucun côté artistique. Je suis un prof, je suis quelqu'un de très carré. Ce que j'aime, c'est que mes filets d'émission soient bien préparés, que je donne l'information qu'il veut. J'aime déconner et j'ai un côté d'animateur pur. J'ai un sens de l'improvisation qui est là, mais j'ai aucune fibre artistique. Lui, il a plus le côté inventif. C'est ça. Il est capable de te créer des habillages fous. Déjà, à l'époque de eLive, sur eLive, tu devais créer tes habillages de toutes pièces pour rendre dynamique le truc. Il faisait déjà ça. Il cherchait à créer des variations de son, etc. Enfin, tout ce côté artistique. Après, c'est quelqu'un qui fait de la musique. C'était un artiste de base, hein, Yes. MV. Tout ce côté artistique, moi, je l'ai pas. Alors, on avait le même côté éducateur, parce que lui était éducateur pour enfants, alors que moi, j'étais professeur. Donc, les petits-enfants de le stream, on a appris, évidemment, on a appris, bien sûr, on vous embrasse, à vous gérer. Mais j'ai toujours eu un côté un peu plus informatif, fou, plus dans la prose. Et lui, il est plus dans le côté, dans les verbes. Dans ton interview avec... Ça fait 1 heure? Oh bah, le temps passe Tout vite. va trop vite. Ça va, on a encore pas mal de choses à dire. Dans ton interview avec Red Bull, tu as dit que cette expérience à Gaming Live, c'est ce qui t'a aidé du coup, c'est ce qu'on était en train de dire, de la gestion d'un planning, à la réalisation des missions, à même de la ressource humaine, etc. J'ai appris beaucoup de métiers. J'ai vraiment appris beaucoup de métiers. J'ai appris à gérer des casteurs, j'ai appris à créer des plans d'émission, j'ai appris même la technique. Aujourd'hui, je pense que je suis un assez bon technicien au sein de Webedia. Alors, ils n'ont jamais voulu m'embaucher en technique, mais je suis persuadé que j'ai la capacité, tu vois, de te brancher un setup complet de stream, de le faire fonctionner, même avec des trucs assez complexes là-dessus. Incluant table de son, les trucs de caster. Exactement. J'ai appris un peu la réal, le TriCaster, comment m'en servir et tout. Alors, j'ai pas un gros niveau, mais c'est quelque chose, on me mettrait dedans, on me ferait une formation d'1 semaine, c'est sûr, c'est un métier que je pourrais faire. Les viewers, détrompez-vous, parce que la majeure partie des streamers, etc., ne savent pas faire ce qu'il dit. Moi, tu me mets devant un TriCaster, une table de son, je suis... Tout, absolument. Chez Gaming Live, on devait tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire, et j'étais un technicien à plein temps chez Gaming Live. C'est-à-dire brancher des PC, assurer que les setups de stream marchent, régler le son, se servir des logiciels de stream, régler le stream. Et même encore aujourd'hui, les gens en rigolent quand ils voyaient la JVT, dès qu'il y avait un problème, j'arrivais, je résolvais le problème et je me barrais. J'ai souvent fait le technicien pour la web TV de jeuxvideo.com pendant très très longtemps. Depuis le stream, ça a changé. On refuse que je m'occupe de ces trucs-là. Dès que je touche à un câble, je dis « Ah, casse-toi !» Non pas parce que je ne saurais pas faire, mais parce que... Oui, parce qu'il y a des employés pour ça. Faut pas que je pique le travail des employés. Bon, du coup, on a viré quelqu'un parce que bon, tu t'en servais aussi. Le streamer fait tout, donc on n'a pas besoin. Ouais. Mais encore aujourd'hui, je suis capable de gérer une autoréal assez simplement. Et à l'époque, en parallèle de ça, tu avais créé quelque chose que j'ai regardé moi-même un petit peu. Je me suis, en pleine préparation, j'ai regardé une petite dizaine de minutes, la KQ Top League. La KQ Top League, exactement. Je voulais créer une ligue de jeux de combat
qui regroupe les meilleurs joueurs européens sur Street Fighter 4 à l'époque, Street Fighter 5 après, quand on est arrivé ici avec la dernière édition qui est dans l'Arena. Donc c'est un tournoi sur un week-end qui regroupe des meilleurs joueurs et qui s'affrontent sur des longs sets pour savoir vraiment qui est le meilleur. Tu vois, on fait des BO 9, des BO 11, enfin des longs BO, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et on Pas les fait de tous 3, de s'affronter. 5. Exactement, on fait tous s'affronter dans une poule. C'est un format qui est super cool, que j'aimerais bien faire revenir. Un format qui a dérivé vers la Master League après de la FDJ, ouais. pour Street, pour Dragon Ball, et qui ensuite malheureusement a disparu. Ça aussi, les raisons de la disparition, c'est un sujet qui pourrait prendre une heure. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment ressusciter la KQ Top en 2020 et refaire un tournoi comme ça, européen, une ligue européenne qui réunit les meilleurs joueurs européens et qui s'affrontent sur des longs BO avec un show, évidemment, qui va derrière. Parce que moi, c'est une des choses qui m'a marqué directement dès que j'ai regardé ces VOD un peu KQ Top League. J'avais regardé 2-3 pas en entière, mais comme je t'ai dit, chaque fois j'ai regardé 5 petites minutes, un truc à ça. C'est que tu prenais ton pied. Ah ben moi, je kiffe. Moi, Mec, t'étais devant ton écran, ils étaient à côté, là, comme ça, en train de jouer. Commenter les jeux de combat, je kiffe. Enfin, c'est ce que je fais depuis toujours. C'est ce que je fais. Vous vous rendez compte, on est en 2020, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. C'est ouf. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Si ça fait plus de 10 ans que je fais ça, vous pensez sincèrement que... Et je vous l'ai dit, sans que ça me rapporte rien du tout. À la limite, les tournois, ça me rapportait le défraiement. Et aujourd'hui, comme je travaille chez jeuxvideo.com, la plupart du tournoi, j'y vais, je demande rien. Je demande rien. Le Stunfest, j'y vais, c'est une association, tu vois, je demande rien, je demande même pas d'argent. Je vais aller commenter le Stunfest gratuit parce que je les kiffe et parce que je kiffe ce que je fais. Alors que il y en a pas mal qui, pour leur perf de commentateurs, demanderaient quand même un cachet le week-end. Je vais pas te mentir, c'est aussi le cas ici parce que l'entreprise même, ici Webedia, me pousse à malheureusement me vendre à la valeur que je vaux. Et c'est là où on touche peut-être à la limite du truc parce que ça apporte pas mal de conflits et de problèmes parce qu'aujourd'hui, tu vois, les personnalités comme moi qui suis journaliste à jeuxvideo.com, on veut les traiter comme des talents. Moi, j'ai jamais demandé à être talent, mais être traité comme talent. Mais ici, au sein de Webedia, bah, je suis à la fois vu comme journaliste jeuxvideo.com et à la fois vu comme un talent. J'ai la double casquette. À partir du moment où tu fais du contenu et qu'il y a du monde qui te suit, directement, c'est vrai que c'est difficile de ne pas te considérer comme talent. Moi, j'ai jamais demandé à être talent de quoi que ce soit. Moi, je veux que juste les gens kiffent les jeux de combat. J'en ai rien à foutre d'être un talent, tu vois. Je serais l'homme le plus anonyme du monde. Je suis sûr que je serais même encore plus heureux, je veux bien t'avouer. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça la vie, tu vois. Je ne peux pas contrôler l'image que j'ai sur les jeux de combat et le fait qu'on m'associe en France énormément aux jeux de combat, comme on peut associer Genius, comme on peut associer Kayane, tu vois, aux jeux de combat. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai créé. C'est peut-être pas ce que j'ai voulu créer. Je n'ai pas créé tout ça pour moi. Mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Tu vois, c'est une des conséquences de ça. Je sais pas comment dire le mot en français, mais tu es très selfless. Tu te mets pas du tout en avant. J'ai l'impression que tu aimes bien te reculer beaucoup. Ouais, ça m'a. Ouais, que limite, ça t'emmerde en fait d'être. Je suis quelqu'un qui me vend assez mal, je dois bien t'avouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu penses beaucoup plus aux autres que d'abord à ta personne. Ouais, bah je suis quelqu'un d'assez empathique de manière générale. Je comprends. Et je comprends le malheur des autres. Après, ça m'a pas empêché d'être parfois assez égoïste et de faire des mauvais choix dans ma vie. Ah bah oui, on n'est pas parfait. Non, on n'est pas parfait. D'ailleurs, globalement, toute cette relation d'amitié avec Mister MV, je pense que c'est quelque chose que j'ai assez mal géré. Je pense que si j'ai un regret, c'est que j'ai été un assez mauvais conseiller, un assez mauvais ami pour MV. Je pense qu'à des périodes de la vie où c'était pas facile trop pour lui, j'aurais pu être de meilleurs conseils. Moi, je voulais continuer de travailler avec lui, donc je l'ai peut-être poussé trop longtemps à rester au sein de la Web TV. Au lieu de faire ce qui était mieux pour lui. Au lieu de faire finalement, de laisser, tu vois, vraiment exploser, laisser son sens artistique développer. Bon, aujourd'hui, Alhamdoulilah, tout va très bien pour lui, d'accord, mais je pense que, tu vois, Adrien, Zerator à mon avis, été largement meilleur conseiller pour la carrière de MV que je ne l'ai été moi. Et je pense que si j'ai pas été bon conseil, c'est parce qu'il y avait aussi un petit côté égoïste. MV, je le kiffe, je veux continuer de travailler avec lui et ça me saoulerait que ça se termine. Tu vois. Franchement, on n'est pas tous omniscients et je peux aussi comprendre que de ton point de vue sur la situation, quand elle a eu lieu en tout cas, tu n'es pas eu l'expertise la plus parfaite et surtout, même si derrière tu as pris le recul et que tu t'en es rendu compte, j'ai limite envie de te dire que c'est le principal. C'est le principal. Mais bon, c'est...
C'est compliqué l'être humain. Compliqué. Voilà. Ouais, Je ne suis pas exempt de regrets. Voilà. je comprends. Merci en tout cas pour ces mots, ça fait plaisir, c'est beau à entendre, je trouve. C'est un beau témoignage. En 2014, du coup, on est passé de Gaming Live à JVTV ensuite. Ouais, tout à fait. Donc c'est bien parce que ce que je disais, tu as fait une double transition, Gaming Live, JVTV, le stream. C'est ce que je dis, hein. J'ai survécu à eLive, j'ai survécu à Showprime, j'ai survécu à Eurogaming, j'ai survécu à Gaming Live, j'ai survécu à la JVTV, je survivrai aussi au stream, et peut-être que le stream disparaîtra, moi je serai encore là. Hein. J'ai survécu à YouTube, j'ai survécu à tout, tu vois. Les structures et les gens passent, mais... on m'appelle Ken, le survivant, tu vois. Je suis immortel, et s'il faut porter l'étendard et le drapeau des jeux de combat ou autre chose, je serai encore là. Toutes les structures pourront disparaître. Moi, je pense que je serai encore là. Ça a été assez difficile, l'arrivée de la JVTV, parce que ça a accompagné quelque chose. C'est le déménagement des locaux de République, de Château d'Eau, vers ici Levallois. Ça a impliqué le rachat du coup de jeuxvideo.com par Webedia, qui a absorbé du coup Melting Pot, qui était du coup notre structure à nous, qui était aussi détenue un peu par machin. Et du coup, tout le monde a été absorbé dans cette grande entreprise. Et vous savez très bien que quand on est absorbé dans une grande entreprise, la grande entreprise fait le tri. Et notamment, celui qui était mon patron, Grégory Hogel, ou son second, Kaoru, on commençait à rentrer dans une compétition totale pour qui est-ce qui va avoir le pouvoir au sein du gaming chez Webedia, entre Cédric Page qui venait de Millennium, voilà, Grégory Hogel, d'autres intervenants, Bertrand Hamar ensuite qui est venu se greffer. Enfin, il y a tout un tas de personnalités qui ont tous autant à la fois de charisme, de légitimité et tout ça. Et c'était un peu le jeu de Game of Thrones. Et cette période-là où on arrivait tous ici, on était vraiment tous délocalisés, en plus d'aller méga loin de là où j'habitais de base, ça m'a saoulé. Je dois bien t'avouer que j'ai eu des moments d'assez grosse déprime là. Ça, c'est la dernière émission de la JVTV qu'on diffuse ici. Donc, c'est Un meurt pas sans bon pif, une émission qui existe depuis 2011 sur eLive. D'ailleurs, un logo, vous voyez, un logo dessiné comme ça, qui est un mix entre ce que, Noki avait fait sur Eurogaming, ce que Nio avait fait sur la JVTV, parce que Nio était aussi avec nous, hein. Nio, je l'ai oublié et je l'embrasse, et de ce que Cruiser a pu faire aussi après sur donc c'est vraiment un melting point de tout, et j'ai voulu me taper vraiment le vrai délire du monde à l'ancienne. Je mets ma Super Nintendo ici au milieu, et on joue tous devant des écrans à la Super Nintendo sur des jeux random tirés dans une boîte, ce que j'appelle le coffre à versus. C'est-à-dire c'est tiré du coffre à catch. Je ne sais pas si tu regardais le coffre à catch, si. Adjus, qui était extraordinaire, où tu recommentais des vieux matchs de catch. Là, c'est le coffre à versus, tu tires, et dedans, il y a un jeu de combat, et on s'affronte tous. Je suis un gros collectionneur de jeux de combat, j'ai plus de 300 jeux de combat à la maison. Wow. J'essaie de collectionner tous les jeux de combat qui existent au monde, des meilleurs aux plus pourris. Dans la série du coffre à versus, du coup, qui contient, je sais pas, des centaines et centaines d'épisodes, je montre un peu tous ces jeux de combat et j'explique comment ces jeux ont apporté des choses à la communauté. Donc ça, c'est une dernière émission. Mais ce qui a été dur, la JVTV, ça signifie l'arrivée ici, commenter dans des sous-sols quasiment 24h/24. Ça signifie la restructuration, la perte des différentes web TV qu'on avait pour se concentrer uniquement sur la JVTV, le départ de Mister MV, etc. Ma séparation aussi avec mon ancienne copine. Voilà, donc c'est vraiment une période... moi, ça a été une sale période. Ça avait l'air d'être vraiment compliqué. Sale période, franchement, sale période. Et si je me suis accroché, c'est aussi parce que j'aimais vraiment ce que je faisais ici. Je dis souvent, je suis un peu comme Luffy de One Piece. Luffy, il ne sait pas naviguer, il ne sait pas faire la cuisine, il ne sait pas réparer son bateau, il ne sait pas chanter, tu vois, il ne sait pas se soigner. S'il n'avait pas son équipage autour de lui, Luffy, il ne serait jamais le roi des pirates. Tu vois, moi, c'est à peu près pareil. Je ne pourrais jamais faire ce que je fais sans les équipes qu'il y a autour, sans les animateurs qui m'accompagnent, sans mes collègues et sans jeuxvideo.com. L'allégorie est belle. Donc, j'aime être avec cet ensemble. Et c'est pour ça que je reste ici au sein de jeuxvideo.com, parce que je m'y sens bien, parce qu'on a un groupe et je fais des choses que je ne pourrais pas faire. Si j'étais streamer chez moi, derrière mon truc, je ne pourrais jamais réunir un plateau avec tous ces gens-là qui ont parfois plus de connaissances sur moi, sur différents thèmes. Je ne prétends pas avoir la science infuse et connaître tous les sujets surtout. J'aime inviter des spécialistes sur les sujets et que les gens
savent de quoi ils parlent quand je les interviewe. Et j'aime aussi faire du divertissement et des Forcément. trucs qui vont nulle part. Merci, la régie. Mais voilà, j'aime ce genre de ça. Et j'aime aussi à dire que je suis un des streamers qui apporte le plus de couleurs, un tout petit peu, et de diversité au sein de cette web TV. Parce qu'on est malheureusement un peu trop de blancs, je trouve. Et dans le monde du jeu de combat, il n'y a pas que des blancs, tu vois. Il y a tout le monde, il y a toutes les cultures qui sont réunies. Et MPSTP, tu vois, est une émission où Qu'est-ce qui on fait voit ça, je la pense diversité. L'origine, les salles d'arcade, tout simplement, avec Ok. le jeu console qui est tout simplement. Alors, je vais pas être méchant, mais les jeux de combat, c'est les jeux des pauvres. Voilà, donc quand tu n'as qu'une petite pièce pour jouer à un jeu, que tu n'as pas de console à la maison, tu vas jouer en arcade. Tu n'as pas les moyens de te payer un gros PC pour jouer au jeu, ce qu'on appelle le jeu des blancs. Hein. Me bannez pas sur Twitch, hein. Mais c'est vrai, mais c'est un peu ça. Qui demande plus de moyens. Voilà, pour qui demande pouvoir plus de moyens, être etc. compétitif ou pouvoir en Globalement, tout cas y avoir accès. c'est vrai que la diversité, le caractère cosmopolite des jeux de combat, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé, tu vois, vraiment. Le brassage qu'il y a, les différences de culture qu'il peut y avoir, on apprend de tout le monde, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré aussi. C'est pour ça que j'adore cette communauté, c'est qu'elle est diverse, elle est variée, on a tous nos origines et c'est souvent pas celle que tu connais. Non, je comprends. Et donc du coup, moi j'ai noté, pour faire court sans avoir à repartir à chaque fois sur toutes ces transitions, il y en a eu deux, donc de Gaming Live à JVTV, de JVTV à le stream, même si tu nous as également parlé celle d'avant, juste qu'elles sont chapeautées sous la même ici. Et après cette période un petit peu compliquée que tu as vécue, mais où tu t'es accroché avec ton équipe autour pour pouvoir continuer à stream et faire tes émissions, vu que tu as fait 3 TV, c'est laquelle sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? C'était la JVTV post-restructuration. C'est-à-dire la JVTV avec le crew, Trunks, Lame, Sylvain et moi. 2017 ou 2018? Ouais, c'est ça, avant la réunification. Puisque avec du coup le câlin ici, ça a apporté des tas de choses. Et c'est très intéressant de travailler au sein de cette structure. Mais c'est évident, on a moins de liberté au sein de jeuxvideo.com pour faire ce que l'on veut, prendre l'antenne comme on veut. On a énormément gagné avec cette réunification, notamment on a beaucoup plus d'intervenants qui viennent aussi du stream, Ouais. qui peuvent venir après dans les émissions. Ça a apporté énormément de diversité. La qualité des streams audio, des plateaux, tout ça, tout a level up, tu vois. Mais en termes de modularité, tu vois, JVTV gardait ce petit côté artisanal qui était assez sympa, que je continue d'essayer d'apporter, même si, comme je t'ai dit, moi ce que j'aime bien, c'est faire, l'E3 avec jeuxvideo.com, Ouais. c'est-à-dire être ultra carré, les conférences, les machins, analyse, bidule, moi j'adore ça, hein. C'est vraiment le travail Le 3, journalistique. ça se voit, c'est un peu ta drogue. L'information, le divertissement, mais l'information, du fond, toujours du fond. Il faut qu'il y ait du fond dans les trucs. On peut déconner, on peut, s'enjailler, mais il faut qu'on ressorte d'une émission, on ait appris quelque chose. Sinon, j'estime que j'ai pas fait mon travail. Tu vois, il peut y avoir, parfois dans le lunch play, il peut y avoir 4000, 5000 viewers. C'est à la fin, on sort du lunch play et juste on s'est marré, on a déconné sur 3 vidéos et on n'a rien appris. Franchement, je sors et je suis déçu, tout le temps. Franchement, s'il n'y a pas un intervenant qui m'a appris quelque chose, j'estime. Et ma vision de YouTube est exactement la même chose. Je regarde rien sur YouTube si c'est des streams pas informatifs. Les vidéos de déconne, fit machin, truc bidule, j'en ai rien à foutre. La seule chose que je vais chercher sur YouTube, c'est des vidéos qui m'informent de choses. Des tests de produits ou des vidéos sociales qui m'apprennent des choses. Mais c'est ma seule consommation de YouTube, avec des matchs de jeux de combat évidemment, mais qui composent mon divertissement. Je suis très peu de youtubeurs. Je comprends. T'es pas trop un consommateur de contenu. De contenu drôle, fun, fit. Par exemple, LOL. du coup, des Non. Nota Bene, des Doc7, Je des sais même comme pas ça. qui c'est. Non, tu connais pas? Je sais même pas qui c'est. Ça, par contre, c'est des vidéos informatives, tu vois. Je sais même pas qui c'est là. Et par exemple, après, c'est sur d'autres thèmes. Ça peut être de l'histoire, ça peut être de la géographie, ça peut être. Ah ouais, je vois. Mais c'est des vidéos qui peuvent m'intéresser, ça. Ça tomberait en j'ai tout une cas très- dans le carcan de Très choses. mauvaise connaissance de YouTube. Tu sais, je suis un des pionniers YouTube, mais je Ouais, connais tu très connais mal très YouTube. peu. Moi, j'ai vu arriver du coup Ponfétude, ensuite après Le Joueur du Grenier, ensuite après Bob Lennon. Et c'est rigolo parce qu'avant, tu avais un système de charts sur YouTube qui classait les gens. Et tu vois, et au départ, comme j'étais tout seul, tu vois, j'étais en haut, puis ensuite Ponfétude est passé au-dessus, Et puis ainsi tu de avais suite, Diablo ouais. X9 qui nous a tous dépassés, puis Monsieur ensuite le le JDG 12 est et arrivé, tout. il a explosé tout, Fred est arrivé là, et puis ensuite tu avais Bob Lennon qui arrivait, et je me disais, mais c'est qui tous ces gens? Et j'ai commencé à regarder leurs vidéos, et JDG, j'adore. Et j'espère qu'il arrêtera jamais de faire ce qu'il fait, et la façon dans laquelle il fait, parce que
je suis beaucoup plus client de ce genre de produit sur YouTube. Drôle, mais aussi informatif, bien écrit, Que bien les produit. feats et fun qui dénonçaient que dans des sa feats et vidéo. fun. Voilà, les feats et fun, Ok, je déteste. Pour un néophyte comme moi, je vais me permettre une question comme ça. C'est quoi l'état actuel de la scène versus fighting en France? Et est-ce que Smash, ça rentre dans... Ouais. Donc, est-ce que Alors, l'arrivée d'un Smash a changé des choses? Alors toi, tu dis versus fighting. Versus fighting est un terme qui n'existe pas. Ok. C'est un terme inventé par Capcom pour mettre le genre juste sur leur jaquette, tu vois. Ils mettent VS fighting, Ok. ça voulait dire le genre de jeu de combat par opposition. C'est quoi un jeu de combat par opposition? C'est des jeux de combat où tu te fais systématiquement face, où tu n'as pas une liberté de mouvement. Ok. Tu vois, voilà pourquoi versus fighting. Donc tu vois, Tekken, Soul Calibur, Street Fighter, c'est versus fighting. Dans Smash ou dans Naruto, tu as une liberté de mouvement en arène, c'est plus considéré comme des jeux en opposition versus. Mais ce sont des jeux de combat. Donc on parle de jeux de combat, l'univers des jeux de combat. Alors, autant c'est pour mieux. moi, je vais dire jeu de combat, du coup. Non mais j'utilise, c'est moi qui ai popularisé versus fighting, c'est de ma faute, hein, my bad. Mais l'univers jeu de combat explose en ce moment. C'est de plus en plus suivi, il y a de plus en plus de monde, les cash prizes sont de plus en plus hauts. Smash porte le truc très très haut. Street est un petit peu en baisse, mais Tekken monte. En France, Dragon Ball a tendance même à relativement exploser, Dragon Ball Fighters. Globalement, je trouve que sur Street Fighter, on vit la première récession de Street Fighter depuis l'ère Street 4. Parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu un jeu, qu'est-ce qui se passe? Non, juste le jeu plaît moins, divertit moins, je pense. La scène intéresse moins les gens. Il y a d'autres jeux. Il date de aussi quand, le à dernier? regarder, le dernier, c'est 2009 Street Fighter 4 et 2016 Street Fighter 5. Donc on est à la 4e année de Street Fighter 5. Tu ne penses pas aussi qu'il y a peut-être une corrélation du fait que 4 ans après la sortie du jeu? Non, parce que de 2009 à 2016, Street Fighter 4 n'a fait que monter. Après, on était sur le boom de l'e-sport, de plus en plus de diffusion, de plus en plus de vidéos, les gens commençaient à connaître, du coup ça a grossi. Mais le truc, c'est que ça continue à grossir, Ok, je comprends. même quand tout ça a été installé. Même en 2014, quand c'était facile de regarder des streams, ça continue à grossir. Avec Street 5, on voit la première petite descente au niveau des inscrits en tournoi, au niveau des chiffres de vues. Ce qui explose, c'est vraiment Smash Ultimate. Popularité du jeu absolument incroyable et une scène qui se déplace en tournoi. Et Tu dois en être ravi, du coup. Moi, évidemment, je suis très mauvais joueur de Smash et je suis incapable de commenter du Smash Bros comme des talents comme Foster, TPK peuvent le faire. Mais Tu peux le faire quand même? j'adore Smash. Hein? Tu peux le faire quand même? Je pourrais le faire en tant que commentateur, en tant que binôme divertissant, tu vois, qui soit pose les questions, soit répond et intervient au punchline. Mais pas le côté technique. Après, il faut savoir un truc, c'est que je déteste commenter à plusieurs. Je déteste ça, vraiment. C'est aujourd'hui, les shotcasters, ils doivent être deux, il doit y avoir une présence de deux. Moi, mon kiff, c'est one man show solo au milieu d'une cage Red Bull Kumite, voilà, et je suis tout seul et je commande tout seul. Non pas parce que j'aime prendre le volume de tout ça, c'est j'ai un style de commentaire très radiophonique, j'explique énormément, je détaille vraiment, et surtout les jeux de combat, ça va très 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 vite. Quand t'es deux, la meilleure façon de commenter quand t'es deux, c'est ce que TPK et Foster font, c'est tu te passes la balle. Il y en a un qui commente, ensuite l'autre il reprend et il recommente une phase, ensuite l'autre il recommence et il recommence une phase. Le truc termine, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter tous ensemble. Mais dans Street Fighter, c'est encore plus rapide que Smash. Je n'ai pas besoin de passer la balle, ça fait 10 ans que je m'entraîne, je suis capable de commenter 5 heures en jamais m'arrêtant de parler. D'ailleurs, tu vois, malheureusement, t'as pas beaucoup de temps de parler, même dans cette émission. Désolé, mon pauvre Zach, je t'ai hacké ton émission. T'as même pas à t'excuser, parce que c'est ton émission, et moi, j'en suis très satisfait de ce qu'il en est ressorti pour l'instant. Et je peux avoir un flow radiophonique qui est total. Et c'est là où je me sens à l'aise. Je me sens pas à l'aise quand il y a ou que quelqu'un parle en même temps que moi. Okay. Je trouve ça désagréable à la fois pour l'auditeur et pour le spectateur. Après, c'est à moi. Après, c'est ta préférence. J'ai qu'à apprendre à fermer ma gueule, mais moi, je suis de l'école de ceux qui voyaient les commentateurs japonais monter sur scène et commenter, tu vois, les tournois tout seul. Donc, tu avais des personnalités solo, des Papati Wawa, tu vois, des grandes personnalités qui faisaient ça tout seul. Pareil au Stunfest, c'est un commentateur solo qui fait ça sur scène. Tu vois, en fait, c'est comme un match de boxe, un match d'UEFA. Tu as le commentateur qui est là et qui anime. Tu vois Dragon Ball, le commentateur de Dragon Ball. Oui. Voilà, il est là avec ses lunettes et avec sa coupe de cheveux absolument hérissante. Et il commente le tournoi à 4. Ouais. Tu vois, il est là, il commente le tournoi, il commente ce qui se passe. Bah, les jeux de combat, pour moi, c'est ça. C'est deux mecs sur un ring et un mec qui met l'ambiance pour le public. Et du coup, tu penses qu'il manque quoi maintenant à cette scène, vu que Smash, tu l'as dit toi-même, a rajouté de la hype, des gens, a ramené un nouveau monde, plus de joueurs, plus de visibilité. Moi, je me suis retrouvé à suivre des résultats de glutonie alors que j'ai jamais posé les mains sur une Switch. Les talents français, ça aide. Hein. Oui,
Déjà oui, ça on est d'accord. Grâce à Joël, j'ai pu suivre Vince, joueur de l'AS Monaco eSport, sur ces tournois. Du coup, il manque quoi à cette scène à l'heure actuelle, globalement des jeux de combat pour devenir un tier 1 eSport? C'est une question très complexe. En fait, le jeu de combat est un genre qui, à mon avis, va être très difficile à être populaire. Parce que c'est ni plus ni moins que le genre le plus dur qui puisse exister en e-sport au monde. Pourquoi est-ce que c'est dur les jeux de combat? Parce Dis-nous. que c'est des jeux solo. Tu es seul face à toi-même. C'est pas des jeux par équipe. T'as personne pour te rattraper, personne pour te dégoûter, personne pour machin. Quand tu te mets dans des jeux de combat et que tu arrives sur le online, tu te fais forcément dérailler la gueule. Tu vois? Forcément. Et il faut apprendre. Enfin, c'est comme le sport de combat. Pourquoi est-ce que le sport de combat, c'est pas les sports les plus populaires du monde? Moi, la boxe anglaise, je kiffe. Tu vois, l'ultimate, je kiffe. Le kickboxing, je kiffe. La boxe thaï, pareil. Enfin, j'adore regarder des sports de combat. Le judo. Pourquoi c'est pas les sports les plus populaires du monde? Parce que mon gars, avant de devenir fort, faut se faire dérailler la gueule. Et t'es pas en train de te passer la balle et pendant que l'autre il joue avec son ballon, toi t'es là et t'attends, tu tiens ta position. Le truc, c'est que les sports les plus populaires, c'est des sports par équipe. Parce qu'une team, ça crée une histoire, ça crée une machin. C'est dur de créer ce genre de truc dans les jeux de combat. Et autre chose, accéder aux jeux de combat, l'exécution, le temps d'apprentissage, voilà, c'est vraiment pas des jeux qui sont accessibles. Alors en ce moment, ils sont en train d'être de plus en plus accessibles. Tu vois, et je trouve que les jeux de combat modernes sont quand même très accessibles, tu vois. Plus simple que ceux que tu jouais il y a 10 ans. Vraiment plus simple que ce qu'on joue à 10 ans, mais avec une courbe de progression vraiment folle. Et il faut se faire violence. Souvent, je dis, pour être fort au jeu de combat, il faut toujours un sensei. Quelqu'un qui vient te transmettre son savoir de jeu de combat et vient essayer de te pousser un peu vers le haut. Si on a des talents aujourd'hui comme Wawa, qui sont poussés, tu vois, par leur papa, Kaiser Soze, qui était un daron de la communauté des jeux de combat, Ouais. c'est parce qu'il l'a appris à 11 ans à faire les manipulations. Il lui a dit, vas-y, essaye d'être bon. Ensuite, il lui a appris King of Fighter, tu vois, il l'a amené, il l'a toujours soutenu aussi dans sa discipline. Mais tu vois, tu as vraiment une démarche de professeur-élève qu'il y a eu entre le père et le fils pour amener, du coup, Wawa, aujourd'hui, qui a gagné l'un des plus gros tournois au Japon sur Dragon Ball Fighters le week-end dernier, face à tous les meilleurs joueurs japonais. Donc, c'est pas facile, les jeux de combat, c'est vraiment pas facile. Et le problème, c'est que tant que ce sera pas facile d'accès ou qu'il n'y ait pas un moyen de te dégoûter de ta défaite, que c'est de la faute du serveur, que c'est de la faute du healer qui m'a pas soigné, c'est de la faute de n'importe qui, eh bien, c'est des jeux qui resteront une barrière. Après, j'ai envie de te dire, t'as relevé quelque chose d'intéressant, le fait que c'est vrai que les sports de combat ne sont pas les plus populaires au monde, mais au final, ils ont quand même leur place, Ouais. et t'as pas besoin 100%. d'être le plus populaire au Je monde suis pour 100% exister. d'accord. Par exemple, certes, c'est le football qui fait les plus grosses trucs. C'est vrai qu'on parle aussi du basket ou d'autres, mais c'est vrai qu'au final, il y a quand même la boxe, il y a quand même l'UFC, ces trucs comme ça ont une place, sont quand même bien, existent, ont perduré, ont une histoire. Et il n'y a pas de honte à pas être constamment dans le numéro 1, le numéro 1, le numéro 1. 100% d'accord avec toi. Donc au 100% final, d'accord c'est vrai avec que toi. peut-être que les jeux de combat ne viendront jamais au niveau d'un League of Legends, d'un CS, je ne sais quel autre jeu, mais au final, ça aura sa place, ça peut grossir à sa manière, et il n'y a pas de honte à pas être toujours le numéro 1. Je pense vraiment que le sport individuel, les trucs individualistes, aura toujours du mal face au sport par équipe. Et le Battle Royale est quand même un genre aussi quand même un peu différent. Et même en Battle Royale, je pense que le squad ou le team est préféré, je pense, au pur solo qui est trop random de toute façon. Bon, après, c'est une question très complexe. Je ne prétends pas Ouais, c'est avoir la vrai. réponse. On a essayé de répondre à ça. On a fait beaucoup de meurtres passants en pif. On a essayé d'expliquer comment rendre le jeu de combat populaire. Je pense qu'une des premières bases pour rendre le jeu de combat populaire, c'est de revenir au jeu de combat fun aussi en solo. Il faut que les gens s'amusent même tout seuls. Quand tu achètes Mortal Kombat, aujourd'hui, tu as du contenu solo à l'infini. Tu n'es pas obligé de faire du versus, je sais pas quoi. Tu as du contenu solo, tu as une histoire, tu as la tour, machin. Aujourd'hui, quand tu achètes Street Fighter V, tu as 2-3 défis à faire. Et puis ensuite, ton contenu solo, il se limite ni plus ni moins qu'au mode arcade qui est tout pourri. Et au mode training où, voilà, c'est du lab. C'est pas drôle, c'est pas fun. Genre, quelle est Tu la vois finalité? Voilà, quand tu jouais à Tekken 3 à l'époque, si tu as joué à Tekken 3, tu avais le Tekken Ball, tu avais le Tekken Beat'em All à l'intérieur du jeu, tu avais des modes de jeu fun, des mini-jeux, des trucs comme ça. Smash, c'est un party game entier. Même si tu joues pas à Smash de façon compétitive, tu lances à 8, à 4, à 12, tu mets les objets, pas les objets, tu fais tout ce que tu... C'est fun, tout le monde s'éclate, tu crées ton stage, c'est le fun. Donc C'est évidemment que ça cartonne, c'est un jeu qui est rigolo. Il faut rendre les jeux de combat fun. Et le fun, moi je trouve le fun dans le versus, mais le grand public et le monsieur tout le monde ouais. ne veut pas nécessairement avoir systématiquement à s'affronter, à trouver ça fun. Et voilà. Et malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir le fun du jeu par équipe
qui est fun parce que tu peux insulter les darons sur le chat de League of Legends. Coucou Sardoche. Mais qui, tu vois, qui n'est pas un jeu solo. Je comprends. Bah écoute, merci pour cette analyse qui répond amplement à ma question. C'est vraiment très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un sur quelque chose qui le passionne et sur lequel il a suffisamment d'expérience pour avoir un point de vue plus reculé, tu vois. Donc même moi qui ne suis pas dans le jeu de combat, j'aime bien entendre ça. Et au final, bah, quels sont tes projets à venir? Parce que tu as évoqué le fait de vouloir refaire un tournoi comme la KQ Top League. Ouais. Quelle est un petit peu la suite? Moi, bon, j'aimerais bien évidemment ressusciter la KQ Top League. Après, il y a toujours des problèmes de droit, des problèmes de sponsors. Moi, comme je dis, je veux pas utiliser l'argent des gens, donc je veux trouver des structures, des sponsors qui puissent financer ce genre de tournoi. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de faire. La suite, c'est développer mon travail chez jeuxvideo.com, essayer de faire les meilleures émissions possibles, écouter le retour des gens pour essayer de faire progresser aussi la qualité des émissions, comme le Lunch Play, comme Manga Sûr, parce que je parle beaucoup de manga, je parle de jeux de combat, mais j'ai une grande passion aussi pour Nintendo. C'est vrai, l'ensemble on n'a Nintendo. pas évoqué cet aspect Nintendo aujourd'hui, L'ensemble mais- du jeu vidéo. Tu vois, je fais du podcast même aujourd'hui sur la mobilité. Tu vois, je parle des problèmes de mobilité en tout genre. C'est aussi un sujet qui me passionne, les mathématiques On aussi. peut retrouver ça où, me sur passionne. ton podcast? Le podcast sur qualité, voilà, de qualité sur la plateforme Acast. Voilà, on tape Commute, K-O-2-M-U-T-E. Voilà, si Et vous on voulez peut écouter voir, le podcast. on peut voir le podcast sur la mobilité. Ça a l'air chiant la mobilité, mais tu vois, aujourd'hui, en jour de grève, c'est un des premiers sujets français. Et en fait, derrière la météo, la mobilité, c'est le deuxième sujet principal que les Français évoquent. Serait-ce parce qu'ils adorent parler, que ce soit train, bagnole, comment on se déplace partout ici. Enfin, il y a tellement de sujets à aborder sur la mobilité. Ça, c'est intéressant. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer de renforcer le crew avec jeuxvideo.com et continuer de faire les meilleures émissions possibles ici. Je veux qu'on évolue, voilà, avec les formules que l'on a, qu'on fasse quand même eh bien, à la fois de l'information et du fun, toujours en proposant du contenu le plus gratuit possible pour les gens. Mais moi, vraiment, mon étape d'évolution vraiment que je voudrais, c'est devenir journaliste, vraiment journaliste à temps plein, être considéré comme un journaliste, commentateur, etc., chef de projet. Et puis, dans ma vie perso, évidemment, avec ma femme, des enfants, un appartement, ma femme que j'aime, je l'embrasse tellement, tellement Et fort. bah, je me Marina. permets également de dire un bisou à ta femme qui, j'espère, a regardé cette Attention, émission. hein. Façon de parler. Bah écoute, on arrive à la fin. Voilà. Ouais, mais mec, tu sais que je vais être honnête avec toi. J'ai l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure. Pardon, Alors qu'il s'est désolé, passé je une heure et t'avais demie. dit, je voulais bien faire l'émission. Et bah tu l'as très très bien fait. Franchement, on a abordé tous les points que je voulais. Et surtout, on a pu combiner de ton histoire et de ton avis sur des choses. Tu as pu nous parler de ton avis sur les dons, Ouais. sur la scène. Voilà, m'insultez pas, c'est mon avis perso. Je ne critique respect. personne qui fait ça, c'est juste mon ressenti Bien par sûr. rapport à ce que je vis. Pas de Voilà. souci. Bah, en tout cas, j'espère également que sur le stream, vous avez passé un bon moment, que vous avez passé une bonne émission. En tout cas, moi, c'était mon cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vu que je vais refaire ma grille pour 2020, de qui vient pas, surtout qui vient, je voulais dire, qui vous aimeriez voir dans les mois à venir. Merci à toi, Ken. Merci, d'être Zach, venu. de m'avoir J'espère que invité. du coup, tu as passé un bon moment. Ah bah très bon moment, j'ai pas vu le temps passer. Tant mieux. N'hésitez pas à donner vos retours sur le chat et sur YouTube. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant, vous avez le récap week-end. À plus. Ciao.